Puis je me suis quasiment fait tuer. Il y a comme un groupe de gens qui m'ont fait un setup, des gens cagoulés, puis ils ont essayé de me tuer, là, avec des couteaux pis tout. Mais moi, j'ai réussi à m'échapper, là. Premièrement, comme tout est possible avec le Christ, on a vu historiquement que des situations qui avaient l'air impossibles sont devenues possibles. Donc, tu penses que c'est vraiment un projet possible et tu mets en place toutes les C'est pas que c'est possible, c'est Dieu le veut. Dieu veut pas que le Québec devienne un califat, là. Il veut que le Québec... Écoute, nos ancêtres ont donné leur vie pour que ça soit catholique. On a eu des martyrs saints. Je crois pas qu'ils veulent que... Ils ont pas fait cet effort-là pour qu'après le Québec devienne laïque puis une démocratie, là. C'est vrai, hein, Ils veulent que ça soit une monarchie catholique. Tous nos ancêtres supportaient la monarchie catholique. Bonjour, ici Philippe Letellier-Martel, l'Action Vitale. Bienvenue dans cet épisode de La Rencontre. Aujourd'hui, je pense que vous voyez qu'on a un invité assez spécial, Martin le catholique. Je peux te laisser un instant pour te présenter. Je pense que beaucoup de gens te connaissent. Je pense que tu as un reach beaucoup plus élevé que le nôtre, mais on va quand même prendre le temps de te présenter. Ben, je m'appelle Martin, je suis catholique et je veux que le Québec ait des femmes soumises. Non, je vous taquine. Mais en fait, moi, je suis né en Amérique du Sud. Mon père est vénézuélien et ma mère est québécoise. Donc, j'ai grandi au Venezuela, dans une nation, on peut dire, socialiste et communiste. Donc, j'ai connu un peu vraiment c'est quoi cette politique. Et je suis venu vivre au Québec dès un jeune âge. Et j'ai vu comme une évolution culturelle au Québec depuis que je suis ici. Et c'est vraiment ça, une des raisons qui m'a amené vers le catholicisme, voir le déclin de la culture québécoise. Est-ce que tes parents sont d'origine vénézuélienne? Ben, en fait, mon père, il est vénézuélien, descendant des conquistadors espagnols. OK. Ouais, c'est pour ça que j'ai les yeux bleus, malgré que je suis hispanique. Donc, t'es latino? Je suis latino, c'est OK. ça, ouais. Ça explique le commentaire d'entrée, tu sais. C'est ça. Mais tu te considères québécois avant tout. Je me considère québécois, français, espagnol, européen. Parfait. Et là, évidemment, t'es paru, t'as fait des coups d'éclat dans peut-être la dernière année ou deux. Évidemment, sur Internet, tu t'es filmé dans les rues de Montréal, devant les clubs, sur les grandes avenues. Et puis, c'est quelque chose que très peu de gens ont le courage de faire. C'est ils vont prêcher en public, ils vont poser la question, est-ce que tu veux te marier? Est-ce que tu veux... si tu penses que tu devrais être ici ou à l'église? Puis je pense que les gens ont trouvé ça très... Il y a beaucoup de gens qui ont porté attention à ça parce qu'ils trouvaient ça drôle. Beaucoup de gens t'ont demandé si t'es un troll ou non. Ben, moi, je pense pas que t'es un troll parce que je vois que t'es sérieux. Je pense que tu vas à l'église le dimanche. Donc, je pense que t'es vraiment sérieux dans ta démarche. Comment ça a commencé, cette espèce d'opération d'évangélisation-là? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Bonne question. Ben, j'ai commencé en anglais. Je faisais des questions sur le Saint-Laurent au Vieux-Port. Et un jour, je me suis rendu compte qu'il y a... En fait, mon père, il m'a dit « Hey Martin, il n'y a personne qui fait des vidéos, on peut dire, nationalistes sur le Québec. Pourquoi pas commencer? » Donc, j'ai commencé en faisant pas des vidéos de moi sur les rues, mais plus comme des genres de mimes francophones sans ma face. C'était un compte incognito qui s'appelait « Je me souviens ». Et je suis allé vivre à Québec. Et c'est en vivant à Québec et reconnectant à ma culture québécoise que je me suis dit pourquoi pas commencer à faire la même chose en anglais, mais en français. Donc, ça n'a pas commencé sur la rue Saint-Laurent, mais ça a commencé juste comme des one-on-one avec des Québécois durant la journée dans la ville de Québec. Je disais juste « Vive le Québec et Jésus ». OK, donc dès le départ, il y avait Jésus, non? Dès le départ. OK. Et puis, est-ce que ça a commencé à pogner dès le début? Combien de temps ça a pris environ? Ça a commencé à pogner dès le début. Et même quand j'avais commencé avec les genres de mimes, ça pognait parce qu'il n'y avait juste pas de marché encore au Québec. Donc, vu que j'étais dans les premiers, ben, c'est sûr que ça a pogné vite, là. Est-ce que tu penses que tu as créé un style au Québec maintenant? Que les gens veulent te copier un peu? Ou? Pas vraiment, parce que comme moi, j'ai un style unique. Comme c'est pas vraiment de l'évangélisation, je parle de la théologie. C'est plus comme je mélange l'humour, je mélange comme des vidéos en public et je mélange Jésus-Christ. Pour créer un genre de contenu qui va pas juste toucher comme des catholiques ou des chrétiens, mais va toucher un peu tout le monde. Les gens qui aiment l'humour, les gens qui aiment les interactions. Parce que j'ai vu, moi, d'autres gens qui recopiaient un peu là, pour rire, mais
peut-être des fois, il manque un peu cette composante sérieux parce qu'après tout, on parle de notre Seigneur. Ouais. Donc, il faut le dire. Là. Mhm. Mais il y a d'autres gens qui ont fait la prédication, mais vraiment en théologie. Là. Ouais. On a vu dans les médias là, beaucoup les évangéliques, surtout. Mhm. Mais le fait qu'un catholique le fasse, moi, je pense que c'est assez révolutionnaire au Québec, un prédicateur catholique. Ouais. C'est ça, si on peut appeler ça de la prédication. Là. Mais, Mhm. mais comme c'est ça, je me demandais comment tu perçois les évangéliques. Là, on parle de Tienne, Oui. Tienne Lemine, puis l'église Good News Chapel, puis Mhm. toute cette espèce d'univers-là, puis Genty, puis Manny, Mhm. puis comment Revival Montréal, Ouais. comment tu perçois ça? Est-ce que tu penses qu'il y a des bons fruits qui sortent Mhm. de ça? Ou est-ce que tu penses que c'est juste une mode? C'est quoi tes pensées? Moi, tout d'abord, je dirais que l'Église protestante en tant que telle avait commencé avec la Réformation. Donc, leur mouvement, eux, vient de la Réformation de Martin Luther qui a causé l'extermination de filles, de prêtres. Les protestants arrivés dans les églises commençaient à tuer des prêtres. Donc, on sait déjà que ce mouvement-là vient d'un mauvais arbre. Par contre, l'Église catholique, c'est l'inverse. Nous, notre Église a commencé avec des prêcheurs qui ont donné leur vie, qui sont morts martyrs. Donc déjà là, on voit deux différences. Et bien sûr que je trouve que c'est bon d'aller dans les rues et de parler de Jésus. Je crois que c'est formidable. Mais le problème, c'est qu'ils ne prêchent pas l'Église que Jésus a créée. Ils prêchent une Église qui a commencé avec l'assassinat de catholiques. C'est vrai. Est-ce que tu dirais, mettons, les gens, on parle, mettons, de la Saint-Barthélemy, puis tout ça, Ouais. tu sais, que les catholiques aussi ont massacré des catholiques durant la Réforme, puis les guerres, mettons, la guerre de 30 ans, puis tout ça. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Moi, je répondrais que c'est une réponse. C'est une réponse à une attaque sans raison. Donc, c'est une politique de chaque pays. Quand on se fait envahir, on est obligé de faire une réplique. Donc, on peut pas juste... même dans le catéchisme, ça nous commande de l'autodéfense, de défendre sa nation, parce que défendre sa nation, c'est aimer son prochain. D'autant plus que les protestants, c'est eux qui ont commencé. Puis quand on regarde les statistiques, c'est les protestants qui ont fait le plus de dégâts là, comparé Oui. aux catholiques. Ok. Ils ont tué plus de gens, ils ont eu plus de dégâts matériels. On sous-estime souvent les dégâts matériels, mais ils ont détruit des tonnes d'églises, des sacristies, des objets sacrés. Ils ont détruits parce que pour eux, ça valait rien. Pourtant, quand tu regardes dans la Bible, dans l'Ancien Testament, par exemple, dans le livre de Daniel, il y a un roi qui a manqué de respect à un vase sacré, il a bu du vin dedans. Puis, Dieu le punit, il a écrit sur le mur comme « ton règne est fini ». Donc, ça nous donne un exemple à quel point les objets sacrés sont importants. Puis, les protestants, eux, les ont tous détruits. Ils ont même détruit les bancs d'église. Donc, ils considéraient même l'objet le moins sacré, disons, comme hérétique dans leur vision des choses. Ouais. Mais, ouais, essentiellement, les protestants ont fait plus de dégâts que les catholiques. Donc, l'idée comme quoi, les catholiques aussi, vous avez fait des meurtres contre les protestants. Ben, comme Martin l'a dit, c'est vraiment une réponse avant tout. Là. OK. Ouais, c'est intéressant, je pense. C'est ça, puis ça vient d'une période trouble. C'est sûr que c'était une période trouble de l'histoire chrétienne, puis il y avait beaucoup de tragédies à cette époque-là. Mais, mettons, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ces... quand on regarde le protestantisme de la Réforme, puis mettons le protestantisme de Good News Chapel, on voit qu'il y a un monde de différence. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ces 500 ans pour passer de Martin Luther à une église non dénominationnelle ou pentecôtiste. Tu sais. Donc, comment tu perçois cette évolution-là du protestantisme? Comment tu perçois le protestantisme, mettons, au Québec aujourd'hui? Le protestantisme au Québec, déjà là, je connais pas assez d'informations pourquoi le protestantisme est venu au Québec. Évidemment, c'est avec l'avenue des anglophones, puis tu avais un agenda pour que le protestantisme répande au Canada. Mais je sais que ça, c'est au public, on peut aller même voir sur Internet, qu'en Amérique du Sud, tu as eu si je me trompe pas, c'est ou la CIA ou la FBI, qu'ils avaient un programme d'infiltration protestante pour l'Amérique du Sud. Donc, je ne serais pas sorti qu'il y avait un agenda pour que le protestantisme se répande au Québec, qui était une nation catholique. Donc, je ne serais pas surpris que ça fasse partie d'un agenda anticatholique. Puis pourquoi la CIA aurait voulu rendre l'Amérique latine protestante? Parce que le protestantisme, tout d'abord, c'est la religion qu'on peut dire qui se rapproche le plus aux États-Unis, contrairement au catholicisme. Donc, c'est la religion qui est le plus connectée avec l'État américain. Et contrairement au catholicisme, les valeurs catholiques vont complètement à l'inverse du gouvernement américain. C'est une façon de déstabiliser aussi les États d'une certaine façon.
Exactement. Puis après avoir plus d'influence politique aussi. Là. Tout à fait, exactement. Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr que, mettons, une chrétienté qui est divisée en plein de petites dénominations, c'est moins fort politiquement qu'une seule église centralisée. Là. Je pense que c'est clair. Puis je vois comment un gouvernement voudrait s'en défaire. Là. OK. Donc, c'est ça. Donc, toi, tu perçois vraiment le protestantisme comme quelque chose qui est négatif. Est-ce que tu vois des aspects positifs? Non. Parce que ça amène les gens même pas à l'église de Jésus. Puis si Jésus est vraiment Dieu, ben, ils amènent des gens qui vont contre Dieu. Donc, c'est juste... Non. Donc, tu préférerais même pas, mettons, quelqu'un qui est non-croyant, pas du tout croyant, versus un protestant? Mais pour moi, un non-croyant, c'est un protestant. Pour moi, c'est la même catégorie. Ils vont dire qu'ils croient en Jésus, mais ils ne croient pas au vrai Jésus. Ils croient avoir un faux Jésus. Est-ce que mettons, leur baptême est valide? Non. Parce que généralement, on voit que les baptêmes, au début du christianisme, ceux qui faisaient le baptême, c'est les gens qui avaient reçu l'autorité des apôtres. Ils avaient reçu la succession apostolique. Par contre, les protestants, ils n'ont pas l'autorité de Jésus. Ils n'ont pas l'autorité des apôtres. Mais tu n'as pas besoin d'être ordonné prêtre pour faire un baptême valide. Ben oui, tu dois être dans l'Église catholique, tu peux être un deacon. Ouais, un diacre. Mais n'importe qui, mettons, dans des circonstances extraordinaires, peut baptiser quelqu'un. Oui, mais tu viens de le dire, dans des circonstances extraordinaires. Oui, mais c'est valide. les protestants, c'est peut-être pas licite, leur baptême. Ça, je le concède. Ils font pas partie légalement de l'Église. Ils sont pas en union pleine avec l'Église du Christ. Mais ils ont quand même un baptême valide. Pas nécessairement. Souvent, ils valident seulement au nom de Jésus et non du Père. Ça, c'est invalide. Ça, c'est invalide totalement. Mais souvent, quand ils baptisent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ça, même l'Église catholique reconnaît que c'est un baptême qui est valide. Et donc, on appelle ça, on appelle les protestants des chrétiens, des frères séparés. Là. OK. Donc, c'est ça. Mais toi, c'est ça, on dirait que tu as vraiment une perspective plus négative. Vraiment, il y a un peu je dirais pas blanc et noir, là, mais comme vraiment, soit tu fais partie de l'Église, soit tu es mon ennemi. Regarde, moi, je suis clair. Moi, mes ancêtres catholiques ont fondé le Québec. Le Québec était catholique à sa majorité. Donc, toute culture, toute foi qui va contre la culture québécoise n'est pas bienvenue au Québec. Et surtout, une culture qui a exterminé mon peuple. Non. Tu parles les protestants. Les protestants. OK. Les anglophones aussi, là, les anglicans. Les anglicans, toute cette pattern-là. Là. Parce qu'on a eu beaucoup de problèmes avec les anglophones, là, on le sait au Québec. Fait que c'est relié aussi, culture et 100%. religion, c'est 100% relié. Ouais. Tout à fait. Puis moi, je suis d'accord que c'est important de garder l'Église. Moi, je souhaite voir un retour de l'Église catholique au Québec. Là. C'est ça, le peuple canadien-français, que je souhaite qu'il reconnecte avec ses racines catholiques. Puis, Donc, Martin, pour toi, il n'y a aucune différence entre un Québec 100% laïque et un Québec 100% protestant? Un Québec 100% laïque et un Québec satanique. Parce que c'est un Québec qui ne reconnaît pas la culture de ses ancêtres, qui ne connaît même pas son histoire. Donc, comment on peut s'appeler Québec si on est contre la culture québécoise? Comment tu perçois, mettons, le processus de sécularisation qui s'est produit, tu sais, mettons, au Québec, beaucoup de nationalistes, beaucoup de gens qui disent vouloir défendre la culture québécoise. Pourtant, on voit une corrélation entre, entre guillemets, le nationalisme puis la laïcité. Comment le support pour la laïcité. Comment tu perçois les nationalistes qui agissent de la sorte? Justement, tu peux pas t'appeler nationaliste si tu rejettes la tradition, la culture, la foi de tes ancêtres. Tu peux pas t'appeler québécois si t'es pas catholique, si tu respectes pas la monarchie, parce que c'est grâce à la monarchie, à l'Église catholique, que le Québec a été fondé. C'était pas fondé par des laïcs. C'est vrai. Moi, j'ai une question pour toi. En fait, j'écoutais récemment une vidéo avec Bock-Côté, Mathieu Bock-Côté, que j'imagine que tu connais. Puis il disait que dans le mouvement nationaliste, tout le monde était bienvenu parce que c'est un projet commun. Mais toi, tu sembles dire que un nationaliste qui est comme édulcoré sans, mettons, la partie chrétienne des origines, ça serait, disons, pas souhaitable. Donc, qu'est-ce que tu aurais à dire, par exemple, de tout ce nouveau mouvement nationaliste de jeunes, mais qui croient pas du tout en la religion?
C'est des faux nationalistes, encore une fois, et je crois que sans l'Église catholique, il n'y a pas de futur pour le Québec. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une augmentation chez les jeunes vers un retour au catholicisme. Donc, d'ici 10 ans, c'est très, très, très réaliste que le Québec redevienne catholique et qu'on devienne une nation indépendante catholique. Donc, c'est seulement par le catholicisme qu'on Oui, qu'on et peut aussi, revenir. et aussi parce que la laïcité devient de moins en moins populaire chez les jeunes. Surtout chez les jeunes, on voit déjà des articles comme par exemple sur BBC News que notre génération Gen Z retourne de plus en plus vers l'Église et c'est en augmentation. Par contre, la laïcité est en déclin. Donc, ce mouvement-là indépendantiste laïque est contre, le Québec, contre les valeurs québécoises et 2, c'est un mouvement qui est en train de mourir. C'est vrai, ça. On a abordé le sujet en plus dans une vidéo ensemble, là, avec des statistiques comme quoi vraiment les jeunes ils revenaient à l'église, mais c'est quand même un processus lent, il faut Oui. le reconnaître. Oui. Mais absolument, d'ici 10 ans, c'est possible que la tendance se renverse. Sauf que là, Martin, il y a un autre problème, c'est la démographie. Oui. On fait venir des millions et des millions et des millions d'immigrants, puis les Québécois font Pas plus d'enfants. beaucoup d'enfants. Donc, c'est vrai, c'est une problématique. À quoi bon que tous les Québécois deviennent catholiques si dans 10 ans, on est une minorité puis notre vote va avoir aucun impact parce qu'on va être submergé d'Africains puis de musulmans? C'est une bonne question et moi, ma réponse, je l'ai déjà dit dans une vidéo, moi, je veux un Québec indépendant mais sans Montréal. Parce que Montréal, ça ne représente pas le Québec. Ouais. Donc, un Québec sans Montréal, ça serait un Québec avec une majorité de Québécois et une minorité de gens de d'autres cultures. Donc, dans un Québec comme ça, on n'aura pas de problème on n'aura pas de problème culturel. Donc, le problème vient de Montréal 100% et de Laval. et de Laval et de Longueuil ou de la Rive-Sud? Oui, mais c'est vraiment spécifiquement Montréal et Laval. C'est vrai. Fait que, est-ce que, mettons, toi, est-ce que tu as toujours été. Là, on continue avec ton background un peu. Est-ce que tu as toujours été catholique? Est-ce que tu as eu une période où tu t'es reconnecté pour devenir aussi fervent dans ta foi? Qu'est-ce qui. Ou est-ce que ça a toujours été comme ça dès ta naissance? Non, mais en fait, quand j'étais un enfant, écoute, je croyais tellement en Dieu, mais à un point où comme j'avais des miracles du jour au lendemain. Comme par exemple, on m'avait volé un de mes jouets les plus favoris à l'école. Et j'étais en pleurant dans la sacristie, demander à Dieu, s'il te plaît, donne-moi mon jouet. Et après 1 heure, j'ai reçu mon jouet. Comme quand j'étais jeune, je croyais tellement en Dieu. Mais après, je suis venu, comme je vous ai dit, je suis venu vivre à Montréal. Et Montréal, à l'école, on ne parlait même pas de Jésus. On nous parlait de... On m'a vraiment endoctriné à rejeter Dieu, à rejeter la foi, à haïr ma culture, à haïr mes racines européennes. Donc, j'ai rentré dans une période de confusion. J'étais dépressif, ma vie allait vraiment pas bien, je gaspille mon argent dans les discothèques avec les femmes. Ma vie était horrible. Et j'ai atteint un très, très bas. Et c'est en atteignant ce très bas que j'ai commencé à me poser des questions. Et de petit à petit, je me suis rapproché à l'Église catholique. Et c'est vraiment grâce aussi à l'influence de mon grand frère qui m'a permis de retourner vers l'Église catholique. Amen. Amen. J'ai un parcours un peu similaire. Là. On avait fait un interview où je racontais mon histoire. Puis c'est vrai que quand on est vraiment au plus bas, que Dieu peut nous relever. Donc c'est une belle histoire. Puis ton frère, il était constant dans sa foi pendant ce temps-là. C'est un peu similaire à moi, c'est juste qu'il retournait vers la foi beaucoup avant moi. OK. À quel âge environ? Lui, c'est mon frère plus âgé, donc je sais pas, mais au moins 2 ans avant moi. OK. Puis là, toi, juste pour la timeline, toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 30. Tu fais plus jeune. Non, je suis dans la vingtaine. OK. Ah, OK. C'est un vrai excuse. Mais, OK, puis là t'es retourné à la foi vers quel âge? Il y a comme... Vers l'église traditionnelle catholique, il y a 2 ans. 2 ans, OK. OK. Est-ce que... Je sais que tu vas à la messe latine, là, j'en ai parlé avec Philippe. Est-ce que dès ton retour vers le catholicisme, c'était la messe latine ou bien t'es passé aussi par le novus ordo? C'est sûr que moi, comme j'habite loin de Montréal, donc c'est pas facile pour moi de me rendre à la messe traditionnelle. Donc c'est pour ça que je vais quand même beaucoup à les églises modernes, les catholiques. Mais non, dès que je suis retourné vers le catholicisme, je savais que la vraie messe est celle qui est en latin. OK. Quand tu veux dire vraie messe, est-ce que tu veux dire que, mettons, la messe novus ordo, c'est... J'imagine que tu dis pas que c'est pas valide. C'est complètement valide. C'est juste que si on regarde, ça a été... pour la messe novus ordo, elle a été influencée par 6 prêtres non catholiques, donc des anglicans et des protestants. Et on voit une plus grande similitude avec la messe protestante
qu'avec la messe latine. Je crois qu'autour de 10% de la messe latine est restée dans cette nouvelle messe au Novus Ordo qui est complètement valide. C'est juste que moi, je préfère rester avec la messe de mes ancêtres. Ouais, je pense qu'il faut faire attention parce que j'ai traîné dans ces cercles-là assez longtemps. Puis là, je suis pas sûr par rapport aux prêtres protestants qui étaient au Concile Vatican II. Je pense que c'était des observateurs. Oui, c'est des observateurs. Je pense pas qu'ils ont nécessairement participé à la rédaction de la liturgie. Parce que Non. tu sais, même, mettons, dans le Concile de Trente, tu avais des Ouais. observateurs protestants Oui. qui étaient présents. Oui. Donc, c'est juste, tu sais, des fois, c'était juste une nuance à apporter historique comme ça. Mais je suis d'accord que... je suis d'accord que la messe Novus Ordo, il y a certains aspects, en tout cas dans la façon dont ça a été exécuté, que c'est clairement une espèce de protestantisation de la liturgie, là, surtout dans les abus. Quand on abuse du Novus Ordo, rapidement, on voit comment ça tourne, littéralement en service protestant, assez rapidement. Mais c'est ça. Comment, mettons, quelle voie... Parce que je pense qu'on est tous d'accord que dans l'Église catholique, il y a une certaine crise, il y a une certaine période de difficulté au niveau de la foi. Les gens sont plus vraiment... il y a beaucoup de catholiques qui sont catholiques sur le plan nominal, sont nominalement catholiques, mais ils n'ont pas vraiment la foi. Culturellement. Là. Exact. Ouais. Comment on fait pour aller de l'avant, pour sortir de cette crise? Parce que là, j'aurais peut-être une nuance à apporter par rapport au mouvement traditionnaliste, certaines interrogations par rapport au mouvement traditionnaliste, mais je te laisse répondre à la question, puis on pourra peut-être échanger. De la même forme que qu'on a transformé le Québec en une société LGBT avec la propagande à travers les médias sociaux, les films, l'éducation, ben on peut faire la même chose avec le catholicisme. Et on voit déjà l'impact que juste une vidéo peut avoir. Si tu as juste une vidéo avec 1 million de vues, tu as 1 million de personnes qui écoutent ton message. Donc, je crois qu'on peut faire le même programme, mais avec Dieu. Donc, être très actif sur les médias sociaux. Je recommande aux producteurs de films de faire des vidéos catholiques et on voit de plus en plus des films catholiques. La même chose avec l'éducation, ouvrir des écoles catholiques. Et je crois que si on continue sur ce chemin-là, on va avoir un retour catholique. Est-ce que tu penses que c'est à contre-courant, dans le sens que même récemment, on a vu avec le projet de loi que je pense qui a été adopté, il n'y a plus aucun financement pour les écoles de confession. Donc, oui, ça empêche, par exemple, la propagation d'écoles religieuses de d'autres religions, mais ça a un impact aussi pour nous, les catholiques, parce qu'avant, il restait encore un peu de financement, mais là, c'est aboli totalement. Donc, est-ce que tu sens que le mouvement catholique, comme le renouveau catholique, va un peu à contre-courant du gouvernement et de la société de façon générale? Oui, de la même manière qu'au début du christianisme, on a exterminé les catholiques dans l'Empire romain, mais ça quand même, c'est l'attaque vers nous qui nous rend plus forts. On tuait tous les catholiques, mais les catholiques, on a gagné, on a réussi à faire que l'Empire romain prenne la religion catholique comme la religion d'État, malgré qu'on se faisait complètement tuer. Absolument. Donc, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est 1000 fois moins pire que ce que les catholiques romains ont vécu. Mais malgré ça, ils ont réussi à rendre l'Église catholique la religion de facto de l'Empire. Ouais, je pense définitivement que... souvent, je pense qu'on a cette tentation-là de se plaindre, là, les catholiques, on est opprimés, tout ça. Mais tu sais, on se compare avec les martyrs des premiers siècles, là, puis on se rend compte qu'on est un peu... bon, on est gâtés, disons. Là. Ouais. On est vraiment pas en position de se plaindre. Mais maintenant, justement, j'ai l'impression un des obstacles au retour, au retour de la présence de la foi catholique dans la société, c'est à l'intérieur même de l'Église. Oui. C'est-à-dire, il y a, on dirait des fois on voit que beaucoup de postes, il y a pas juste des membres du clergé, il y a des membres des laïcs qui sont haut placés dans les diocèses, qui travaillent avec les congrégations, qui utilisent les ressources, qui dirigent l'Église vraiment pour servir des causes qui sont complètement étrangères à la fois. Mettons, je sais qu'ici au Québec, le clergé puis les laïcs qui sont impliqués dans l'Église, une des principales causes qui les tient à cœur, c'est comme l'écologie. On dirait que c'est comme plus important que, mettons, sauver les âmes. Les migrants. Bon. Ah ouais, l'accueil des migrants. Ben ça, il n'y a rien de mal à accueillir les migrants puis à aider les pauvres. Ouais, évidemment, mais c'est comment c'est apporter le message. C'est pas la priorité. Non, c'est ça. La priorité, ça devrait être sauver des âmes. Puis, oui, mais le problème, c'est je sais pas si c'est le cas,
Mais si c'est le cas qu'ils accueillent les migrants musulmans, là, ça va contre la foi parce que c'est une culture, une religion que dans leur Coran et dans le Sahih al-Bukhari, c'est écrit qu'on doit tuer les infidèles. Donc, c'est un peu contradictoire. On accueille des gens qui nous tuent dans leur pays. What? Non, je suis d'accord que c'est incompatible. Maintenant, ça, c'est au gouvernement. Je pense que ce serait le rôle du gouvernement d'empêcher l'immigration de pays dont la culture est incompatible. Maintenant, une fois qu'il y a des gens qui sont ici puis qui sont pauvres, je pense que l'Église a toujours fait ça. Puis même dans l'Évangile, l'histoire du bon Samaritain, tu sais, en fait, c'est un hérétique, un Samaritain. C'est un hérétique qui est de la pire espèce pour les Juifs. Donc, même Jésus, il ramène cette notion-là que c'est ça, il faut aider les gens, il faut avoir cette charité universelle, il faut avoir cet amour. Oui, mais cette personne avait la disposition de se convertir. Mais quand tu as quelqu'un qui veut vraiment ta mort, il n'y a aucune raison pour les aider parce que toute aide va venir contre nous. Ouais, si littéralement, il y a une personne qui veut te tuer, ben là, évidemment, mets-toi pas en danger. Là. Mais c'est pas une personne, c'est un groupe. Un groupe, une religion. Donc, oui, accueillir les migrants, mais il y a aussi un processus de sélection qui doit se faire. Ouais. Non, je suis 100% d'accord. Un Français catholique n'a pas la même valeur en tant qu'immigrant que quelqu'un d'une autre culture complètement étrangère, un Africain ou même un Asiatique. C'est même pas une question de racisme, une question de culture puis de religion, on s'entend. Puis même si c'était juste des Français catholiques, on veut quand même garder le Québec québécois. On s'entend? Non, je suis 100% d'accord. Puis je pense que, voilà, moi, je suis pour une réduction drastique de l'immigration, puis qu'on trouve une façon de compenser le creux démographique par la natalité plutôt que par l'immigration de masse. Mais moi, je suis pour l'immigration de masse, dans mon Québec à moi. Mais une immigration de masse d'Européens catholiques et surtout de femmes jeunes. Genre les femmes du roi 2.0? Oui, absolument. Et si on lit les livres historiques, par exemple, le livre de l'histoire des rois de l'Angleterre, quand ils avaient un nouveau territoire, ils envoyaient des bateaux de femmes vierges pour populer cette place-là. Et je crois que c'est ce qu'on doit faire, comme on a fait auparavant. Moi, ma position, c'est juste copier la même politique immigratoire que celle de la Nouvelle-France. C'est tout. Oui, mais c'est ça. Mais c'était pas l'immigration. Non, c'était pas l'immigration. C'était de la colonisation. Je pense que c'est deux choses différentes parce que l'affaire avec l'immigration, c'est normalement, tu viens te greffer à une société qui existe déjà. Oui. Tandis que la colonisation, c'est tu viens fonder une nouvelle société. Ouais. Je pense que c'est ça un peu la différence. Puis je pense que je veux maintenir l'identité du Québec. Puis même si c'est des Européens, même si c'est des gens qui sont proches culturellement de nous, moi, je voudrais garder un Québec québécois. Tu sais. Ben, non, écoute, je suis totalement d'accord. Et moi, quand je dis que je veux des Européens catholiques, ils vont apprendre la langue française. Un. Et deux, la France, nos ancêtres, c'est un mélange de cultures européennes. On a les Français gaulois, les Français nordiques, les Français ci, les Français ça. C'est un mélange de cultures européennes. Au Québec, ici, on a commencé justement avec... on a amené des catholiques, mais ensuite, pour une période, on a amené des Polonais, des Ukrainiens, des gens que quand ils arrivaient ici, ils s'adaptaient facilement, ils apprenaient le français, ils remplissaient les messes, et je crois qu'on devrait faire la même chose. Parce que aussi, il y a un problème, c'est que nos femmes, oui, il faut encourager la natalité, mais le problème, c'est que beaucoup de nos femmes ne veulent même pas des enfants. Et donc, la solution pour ça serait d'apporter des femmes qui veulent des enfants. Mais ces femmes-là vont apprendre le français et leurs enfants vont apprendre le français. Et après 2-3 générations, ils vont être des Québécois, ils vont nous ressembler. Mais mettons, est-ce que... C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui sont très féministes, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont... qui sont féministes entre guillemets ou qui sont apostasiés. Donc là, qui sont LGBT. C'est vrai. Mais là, on a mais je pense que même c'est une minorité, c'est assez minoritaire les LGBT. Je pense que le courant derrière, il est plus large. C'est ce courant-là de vraiment séparer la sexualité de la responsabilité familiale, puis du mariage, puis de la procréation. Donc c'est pas juste les femmes le problème, ça, ton point. Mais là, la question, c'est... Je pense qu'on est tous d'accord que c'est pas juste un des deux sexes qui est le problème. Mais là, est-ce que toi, tu penses que c'est un des sexes qui est plus problématique que l'autre? À la place que je pointe des doigts, je vais aller voir c'est quoi la différence entre les deux sexes. On voit déjà, tu as un article qui est sorti qui parle de la taux de virginité chez les femmes comparé au taux de virginité chez les hommes. Et on voit déjà que 95% des femmes
de notre génération, ça c'est un article de Montréal, je crois que c'est même plus que ça, ne sont pas vierges avant le mariage, autour de 20 ans. Par contre, on voit un haut taux de virginité chez les hommes. Donc, on voit déjà que les hommes sont moins, je sais pas comme si on peut le dire, sont plus chastes que les femmes, de un. Et de deux, l'article de BBC qui dit que les gens retournent à l'église, c'est surtout les hommes qui retournent à l'église, c'est pas les femmes. Donc, c'est pour ça que moi, je mets de l'emphase sur les femmes, parce que c'est les femmes qui sont moins religieuses, qui commettent plus d'actes sexuels. Donc, voilà. Mais est-ce que c'est vraiment, disons, un choix ou c'est plutôt un manque d'opportunité? Dans Parce quel que, sens? par exemple, une femme, là, Oui. si elle veut, elle va sur Saint-Laurent, puis la soirée même, elle couche avec quelqu'un. Mais un homme, ça dépend. Il y en a qui ont de la chance, il y en a qui sont pas beaux, ils n'ont pas d'argent. On s'entend que c'est pas pareil comment ça fonctionne. Oui, et ils ont même analysé Tinder, puis ils ont vu que tu as un 10% des hommes qui ont accès à 90% des femmes. Et tu as une majorité des hommes qui peuvent même pas avoir un date. Tu as eu un cas où tu as un gars, pendant 7 ans, il y a juste eu un date sur Tinder, et c'est ça la réalité du dating marketing chez les hommes, surtout amené à cause des médias sociaux et de Hollywood. Oui, définitivement. Je pense que clairement, il y a cette crise du dating. Je pense que j'avais eu une statistique, c'était quelque chose comme 60%. Je pense que c'était comme 30. Chez la Gen Z, là, la génération Z, comme 30% des femmes sont célibataires, puis 60% des hommes sont célibataires. Donc là, qu'est-ce que ça indique? Ben, ça veut dire que les femmes Gen Z sortent avec souvent des hommes plus vieux ou. Ben là, je sais pas si elles se partagent, là, je pense pas, là, mais j'espère que non, là, qu'on n'ira pas rendu là, mais c'est ça, je pense que c'est vrai qu'il y a ce déséquilibre-là, mais je pense pas que ça veut dire nécessairement que les hommes sont plus chastes. T'sais, on regarde, mettons, la pornographie, puis tout ça, même quand les hommes, mettons, qu'il n'y a pas d'opportunité de faire des actes sexuels, il va pas nécessairement rester chaste. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a un momentum en ce moment vers le conservatisme, vers la religiosité qui est surtout chez les hommes. Mais un truc que j'ai l'impression, ce qui se produit, c'est que les hommes, qu'on regarde leur tempérament, puis là, c'est des études scientifiques de psychométrie, là, les Big Five, les traits de personnalité, les hommes sont moins agreeable, ont moins tendance à chercher à être d'accord. À éviter la confrontation. Et ça fait que on voit notamment dans la façon dont les hommes votent, dans la façon dont les hommes ont des opinions, ils ont moins peur d'aller contre l'agenda qui est dominant, l'idéologie qui est dominante. Donc, par exemple, Adélard Godbout, en 1940, il donne le droit de vote aux femmes au Québec. Et après ça, 4 ans plus tard, non mais tu ris, mais 4 ans plus tard, il se fait défoncer aux élections, c'est Duplessis qui rentre, parce qu'à l'époque, les femmes étaient... parce qu'à l'époque, les femmes étaient plus conservatrices, plus catholiques que les hommes, parce que c'était ça l'idéologie dominante, tandis que les hommes, ils étaient plus progressistes, C'est vrai. parce qu'ils étaient plus confrontateurs, ils avaient moins peur de déroger l'idéologie dominante. C'est vrai. Comme la prohibition. Exact. Je pense que c'est ça ce qui se produit en ce moment, c'est que l'idéologie dominante, c'est le wokisme, c'est la gauche, et les personnes qui ont le plus de chances, même statistiquement, de déroger l'idéologie majoritaire, c'est les jeunes hommes. OK. Donc, je pense que c'est ça un peu un frame là, pour expliquer le phénomène dans lequel on vit. Mais je pense que si on arrive à culturellement rendre le catholicisme mainstream dominant, ben là, les femmes vont revenir. Mais les femmes auront plus tendance à attendre qu'une idée soit plus généralement acceptée par la société avant de l'accepter elle-même. Non, les femmes, justement, nous, on est biologiquement fait. Les femmes sont biologiquement différentes des hommes, comme justement cette étude a dit, et les femmes elles ont une plus grande peur d'être sur l'accès social comparé aux hommes. Et c'est pour ça que, justement, les femmes vont plus avoir tendance à suivre la courante actuelle, contrairement aux hommes. Donc, c'est à nous de changer l'idée, le système de pensée au Québec. Oui, 100%. C'est à nous de faire les changements. Les hommes, c'est toujours les hommes qui ont enlevé les tyrannies, qui ont instauré la paix. Absolument. C'est nous, les guerriers. Est-ce que... C'est à nous de sauver les femmes. D'une certaine façon, on est responsable. 100%. Donc, c'est juste nous, les responsables. C'est pas les femmes. Exactement. C'est juste que c'est une réalité que les femmes sont moins religieuses, moins vertueuses que les hommes. Ça, c'est vrai. C'est vrai, par contre. Mais c'est à nous, par contre. C'est à nous de faire le changement. Exactement. Et c'est ça que moi, je fais. J'essaie de faire beaucoup de vidéos pour avoir un changement culturel. Mais je sais que c'est pas juste ça. C'est rentrer en politique, mettre en place des politiques qui vont aider mon pays. Parce que j'ai vu beaucoup de commentaires, puis même Urbania, là, il disait que tu étais misogyne parce que tu mettais beaucoup d'emphase sur les femmes. Mais de ce que j'entends, c'est pas le cas. On sait aussi que parler des femmes sur les réseaux, ça a fait beaucoup de vues. Donc peut-être qu'il y a un lien à faire ici. Mais comment tu le décris? En fait, on est responsable, puis on a un travail à faire pour
protéger les femmes, 100%. protéger c'est leur virginité, leur 100%. vertu. Ouais, ben parce que à chaque fois qu'une femme, mettons, fait un geste qu'on considère comme non chaste, ben elle l'a fait avec un homme. Tu sais, donc il y a un homme qui est aussi responsable. Pas nécessairement avec un homme. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est pas grave. Mais je pense que je suis d'accord. Tu sais, c'est ultimement faut. Tu sais, on peut pas dire que les femmes ont aucune. C'est juste des gens qui sont téléguidés par la culture dominante, là, qui ont pas d'agence, qui ont pas de liberté, qui ont pas de libre arbitre. Mais c'est vrai que d'habitude, statistiquement, la majorité des gens de cette nouvelle génération-là qui vont être subversifs, qui vont avoir le courage de remettre en cause l'idéologie dominante, statistiquement, on sait que ça va être des hommes. Mais Il y aura des femmes, aussi, oui. mais... Tout le monde a sa part à jouer, mais l'homme est appelé à diriger, à lead. 100%. Donc, c'est à lui aussi de mettre en place les changements nécessaires pour que la société aille vers le mieux. Mais c'est important quand même de reconnaître, bon, la femme, elle est responsable de ça, l'homme est responsable de ça. Après tout, on est tous des humains, on a tous notre part de responsabilité, Absolument. mais on a des rôles différents. Exact. Donc, c'est juste ça qu'il faut reconnaître. C'est pas une question de « Ah, t'es sexiste » ou... Non. Tu sais, le féminisme, aujourd'hui, voudrait nous faire croire qu'on est 100% égal en capacité. Ouais, en toute chose. En toute chose. Ouais. Absolument, on est égal en dignité. On a été créé à l'image de Dieu. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais évidemment, puis tu vas être d'accord avec moi, Martin, j'en suis certain, on a des rôles différents dans la société. Et puis, historiquement, on l'a vu, les femmes, ben, elles ont des enfants, elles s'occupent de la maison. Puis, le fait que les femmes aillent sur le marché du travail, ça a complètement changé l'humanité. Mais je pense que c'est avec assez... la contraception. Ouais, attends, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que c'est assez complexe parce que avant la révolution industrielle, les femmes travaillaient. Les femmes travaillaient, c'est comme la majorité de la population, c'était des agriculteurs. Oui. Non, mais je Donc- dis pas que les femmes travaillent pas, là. Attends, Mais le marché du travail, je suis Par le d'accord, marché parce du que- travail salarié avec C'est un... ça, mais en ça dehors de la existait maison, pas. c'est ça. Mais ça existait pas. C'est Ouais. juste ça que je dis. Parce que Non, je suis d'accord. non, les femmes travaillent fort, là. Elles s'occupent des enfants, de la maison, l'agriculture, le ci, la cuisine. Mais surtout, C'est c'est beaucoup ça, de avant- jobs, il faut leur reconnaître. À là. l'époque pré-moderne, je veux dire, À avant... belle époque, ouais. je veux dire, juste le travail domestique, c'était un vrai travail. Je veux Mais dire, oui, mais oui. aller chercher l'eau, la 100%. ramener. Il y avait pas pour laver les vêtements, il y avait pas de lavage électrique, il y avait pas d'électricité. Donc vraiment, c'était un gros travail, c'était à temps plein. Puis dans le fond, la femme c'était le travail domestique, puis Oui. l'homme il s'occupait du champ, Oui. donc de l'agriculture, donc le travail à l'extérieur. Et puis ce qui s'est produit avec la révolution industrielle, c'est que dans l'époque prémoderne, l'homme et sa femme, mari et femme, ils passaient leur journée ensemble. Ils passaient beaucoup plus de temps ensemble qu'ils passaient du temps séparé. Oui. Et ce qui s'est produit à la révolution industrielle, c'est que maintenant, l'homme, il travaillait plus chez lui, il travaillait à l'usine, mettons à 15 minutes de voiture au centre, à la shop. Là, Oui. il faisait des longs shifts, là, des très longues journées de travail, éloigné de sa femme. Et je pense que c'est ça, la cause éloignée de ce qui a mené aujourd'hui au féminisme puis à la désintégration de la famille nucléaire. C'est ça qui s'est produit, c'est que déjà, avec les innovations technologiques, les femmes ont commencé à s'ennuyer. Parce que il y avait le nombre de tâches domestiques a été grandement réduit, d'une part. Et d'autre part, l'homme continuait à aller travailler à temps plein, 40 heures, 50 heures, 60 heures, éloigné de sa femme. Et les deux, ils passaient plus de temps ensemble. Oui. Et là, c'est ça, je pense, qui a créé une crise dans la famille, OK. même avant les années 50, avant OK. les années 60. Donc ça, c'est comme une lecture un peu différente, des fois, de la Ouais. lecture classique conservatrice. Mhm. Mais je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est comme, il y a une synthèse à trouver entre le mode de vie moderne et les valeurs familiales. Est-ce que c'est avec le télétravail? Est-ce que ça va être... C'est vraiment une question qui reste ouverte, là, mais comme je comprends on n'a pas. pas réussi à réconcilier les deux jusqu'à présent, la révolution industrielle, puis Ok. le Je monde comprends. moderne et la famille. Mhm. Et je pense que c'est encore une question ouverte sur comment on va résoudre cette tension-là. Mais toi, tu dis que les femmes ont commencé au marché du travail parce qu'elles s'ennuyaient. Je pense que le travail domestique a été vraiment... a perdu sa valeur. Oui. À partir du moment où toutes les tâches sont automatisées, Mhm. il y a le lave-vaisselle, il y a les laveuses, il y a l'eau courante, il y a tout ça, des tâches qui demandaient, dans le monde prémoderne, beaucoup de travail. Oui, c'est vrai. Soudainement, ça disparaît. C'est Donc, vrai. le travail domestique de mère à la maison,
peut-être il a été dévalué aux yeux des femmes, tu sais. OK, donc tu es en train de dire que les femmes, elles ont commencé à apprécier plus le travail en dehors de la maison que rester à la maison et faire moins de tâches? Je pense que oui. Je pense que c'est en partie ça qui s'est produit. Alors pourquoi le taux de dépression a complètement augmenté lorsque les femmes ont commencé à entrer dans le marché du travail? Je dis pas que c'est une bonne chose qu'elles ont fait ce passage-là. Non, je sais. Tu dis que c'est pas une bonne chose. C'est juste que vu qu'il y avait moins de travail à la maison et puis elles s'ennuyaient, elles ont commencé à sortir de la maison. Mais moi, je dirais quelque chose de différent. Moi, je prendrais la position de, je crois que c'est Pape 10 ou 11 qui a justement sorti un comment on appelle ça, un encyclique sur le communisme en expliquant que le but du communisme, c'était de sortir de la femme de la maison et l'amener au travail, ce qui est contre les valeurs catholiques. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser faire. Et la seule raison pourquoi la femme pourrait aller travailler hors de la maison, c'est pour une question de survie. Ça, c'est la position de l'Église. Ils ont toujours dit que c'était les communistes qui ont encouragé que la femme aille au marché du travail. On peut même lire le livre de Friedrich Engels. Une de ses livres, il parle justement qu'on veut sortir la femme de la maison pour l'amener au marché du travail. Mais je pense que c'est ça je pense même une philosophe féministe, Simone de Beauvoir, qui disait dans une société féministe, il faudrait même pas donner l'option aux femmes de rester à la maison, parce que sinon il y en a trop qui vont choisir leur rôle genré traditionnel. Donc il faut comme les forcer à sortir de leur rôle traditionnel pour faire la libération. Je pense que c'est ça que Simone de Beauvoir a dit. Puis donc je suis d'accord. Moi je suis pas du tout féministe, là, je suis d'accord. Puis le féminisme, c'est pas du tout une idéologie de libre choix, c'est une idéologie qui veut détruire le patriarcat. Absolument. Ça, c'est deux choses différentes. Mais moi, j'irais encore plus loin par rapport justement au marché du travail des femmes. Il y a une certaine élite qui va bénéficier le fait que 50% environ de la population aille travailler dans des emplois salariés. Ça fait plus d'impôts, ça fait plus de taxes, ça fait plus de consommation, plus de services. C'est vraiment un système capitaliste qui, on le veuille ou pas, un système capitaliste exagéré, c'est pas du tout dans les valeurs catholiques. Évidemment, un capitalisme... C'est condamné par Léo XIII, je crois. C'est ça. Ouais. Mais un régime capitaliste qui est modéré, qui est stable, absolument, c'est ce qu'on souhaite. Ouais. Mais un capitalisme déréglé qui voudrait que tout le monde est égaux, on est tous des numéros, des employés, ça, c'est pas souhaitable. Puis je pense qu'il faut revenir à la base. À la base, c'est quoi? C'est le proverbe 31. La femme du proverbe 31, elle travaille, elle s'occupe de la maison. C'est une femme qui est fiable, elle est appelée comme... Elle est comparée à des perles rares, c'est l'homme, il l'aime, puis au final, c'est ça qu'on souhaite. Je pense pas qu'il faut dévaloriser la femme parce que ce soit l'éducation des enfants ou les tâches domestiques, souvent, c'est un peu mis de côté, dévalorisé, mais c'est un gros travail, puis c'est important aussi de revaloriser ça. Je pense que ça, c'est une façon de faire les choses pour ramener les valeurs catholiques, ramener les valeurs traditionnelles, puis l'idée comme quoi la femme travaille pas, puis elle fait la machine à laver, puis elle lit, c'est vraiment années 50. Ouais. Mais il faut retourner avant ça. Ouais, ben quand ils avaient genre, tu sais, mettons, t'as 2-3 enfants, puis c'est ça, ils sont rendus, ils vont à l'école. Ils vont à l'école toute la journée, puis là, la femme, elle lit des livres de romance. Elle marche avec ses amis dehors, elle va prendre un café. Elle fait les soirées ou les brunchs Tupperware. Les soirées Tupperware. Je pense que c'est ça qui s'est produit. Là. C'est comme... donc, je pense que c'est ça. Ça a été comme le foyer du féminisme de deuxième vague. Ouais. Mais il y a une forme de féminisme qui peut être bien. Un féminisme, aujourd'hui, qui serait bien, c'est ramener la femme dans son rôle féminin naturel. Puis qui est... Mais le valoriser, en fait. C'est ça, le valoriser. Parce que les femmes, aujourd'hui, ils dévalorisent ça. 100%. Ils croient que le mariage, c'est mal. Ils pensent qu'une libéralité sexuelle dépravée, c'est positif. Ils considèrent que genre la monogamie, c'est mal. C'est oppressant. Littéralement, il y a un trend en ce moment qui dit qu'avoir un boyfriend, c'est mal vu. Genre. C'est rendu à des niveaux extrêmes. Puis à un moment donné, les femmes, puis la société en général... Ils vont frapper un mur, ils vont se rendre compte que ça n'a pas d'allure, que ça va nulle part, qu'on est en train de comme renier toutes les valeurs positives du passé. Puis je pense qu'il faut viser un entre-deux. Évidemment, dans le passé, c'est pas 100% parfait. Il y a des problèmes, puis il y a la technologie qui peut pallier à certaines problématiques. Tu sais, par exemple, le développement de la médecine. On est d'accord que c'est quelque chose de positif dans le progrès. Non, moi, je suis pas d'accord. Pas la médecine moderne. La médecine moderne du Big Pharma. Là, non, pas Big Pharma. Mais par exemple, la tuberculose. Avant, tout le monde mourait. Tu sais,
Ouais. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Mais avant Big Pharma, écoute, il y avait plein de types de médecine que, par exemple, avec les plantes, avec les eaux thermales, qu'on a complètement oublié. Et non, mais je comprends ce que tu Non, veux mais dire. il y a un certain progrès qui est viable. 100% Je pense qu'il y a même grâce un à pape- l'Église catholique. Oui, exactement. Puis un pape qui en a parlé, il dit le progrès, c'est comme un vélo. La roue avant, c'est le progrès. La roue arrière, c'est le courant conservateur. Amen. Si c'est juste la roue avant qui roule, on va Absolument. balancer par en avant. Si c'est juste la roue arrière qui roule, on va tomber. Donc, il faut vraiment un juste milieu. Ouais. Puis je pense que c'est ça qu'il faut viser en tant que société. 100%. Puis on ne peut pas retourner vers l'arrière. Comme tu as dit, maintenant, on vit dans un monde technologiquement avancé. Il faut profiter de ça, Faut profiter mais pour de faire ça. les bonnes choses. Oui. Puis je pense que c'est intéressant quand on parle des rôles hommes-femmes, parce que je fais une capsule là-dessus, donc je fais des recherches un peu, c'est très drôle parce que dans les sociétés, entre guillemets, les plus égalitaires, les plus hyper modernes, les plus où on a le plus démantelé les rôles traditionnels genrés, c'est là où, je parlais tout à l'heure des Big Five, là, les différences de tempérament, de traits de tempérament, c'est là où les différences de tempérament entre hommes et femmes sont les plus exacerbées. Donc, par exemple, on voit en Corée du Sud une société extrêmement développée. Bon, là, il y a encore jusqu'à récemment, il y avait un certain conservatisme social. Mais tu as eu vraiment une société très, très moderne où les gens n'ont presque plus d'enfants, se marient très peu. Je pense que c'est à moins d'un enfant par femme. Et les hommes et les femmes se détestent, tout simplement. Il y a littéralement des partis politiques. Il y a un parti politique masculiniste, puis c'est les hommes qui votent pour. Il y a un parti politique féministe, puis c'est les femmes qui votent pour, puis ils sont en confrontation. Puis on observe, aux États-Unis, on a vu les jeunes hommes puis les jeunes femmes qui votaient Trump versus Harris. Puis on voit au Canada les hommes qui votent plus conservateurs, les femmes qui votent plus à gauche. Donc on voit vraiment... Puis il y a des traits de tempérament qui prédisent la façon dont quelqu'un va voter. Donc vraiment, on voit qu'il y a une polarisation des deux sexes à cause de l'abolition des rôles traditionnels de genre. Donc, en réalité, les rôles genrés traditionnels, c'est pas tant des... Parce que comment les féministes nous le décrivent, c'est comme des différences qu'on a artificiellement construites entre les hommes et les femmes, mais en réalité, c'est pas ça. Ouais. C'est des règles du jeu qui permettent à deux groupes de cohabiter, de coexister dans la même société, et ça, malgré leurs différences. Donc, je pense que c'est ça comme ça qu'il faut voir les rôles hommes-femmes. C'est des règles du jeu. C'est comme des choses qui poussent l'homme à faire des choses qui vont plaire aux femmes, qui poussent les femmes à faire des choses qui vont plaire aux hommes, et qui vont permettre les deux s'apprécier puis cohabiter dans la même société. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les rôles traditionnels. Absolument. Donc, c'est ça. Je pense que... Et je pense que l'Église catholique l'a bien compris, ça. Mais Martin, qu'est-ce que tu penses de l'homme moderne? Parce qu'on parle beaucoup des femmes depuis tantôt, mais l'homme moderne, là, il est dépravé. C'est des tapettes, là. Parce que nos ancêtres, on allait à la guerre. On donnait jusqu'à notre vie pour défendre notre nation contre des envahisseurs, contre les tyrans. Mais aujourd'hui, la majorité des hommes sont chez eux, en train de jouer des jeux vidéo, et ils laissent leur pays se faire effondrer et envahir par une culture qui nous déteste. Donc, là, on a parlé des femmes, mais aussi, nous, on a notre problème. Et notre problème, c'est pas un problème de sexualité, c'est plus un problème qu'on fait rien, on défend même pas notre culture, on défend même pas nos femmes. Quand nos ancêtres le faisaient, ils donnaient leur vie pour ça. Et pourquoi? Est-ce que tu penses que l'homme moderne serait prêt à défendre son pays? De plus en plus. De plus en plus. Et c'est quoi la cause de tout ça, selon toi? Ben, tout ça, on peut aller jusqu'à Adam et Ève. C'est sûr que si on regarde chaque cause qui a amené une conséquence, la première chose, c'est Adam et Ève. Mais, comme une des grands événements qui a vraiment causé le déclin de notre civilisation catholique, c'est l'abolition de la monarchie, la Révolution française, qui a amené plein de révolutions à travers le monde. La monarchie, justement, parlons-en. Parlons de la monarchie, oui. Est-ce que toi, tu perçois comme la monarchie comme quelque chose d'absolument nécessaire dans ton projet pour Oui, pour le parce que Dieu nous commande de faire la volonté de Dieu sur la terre, d'amener son royaume sur la terre. Et le paradis, c'est un royaume avec Jésus comme Dieu. Il veut qu'on refasse la même chose sur la terre. Et vu que le royaume de Dieu, c'est une monarchie, ben on doit faire la même chose sur la monarchie. Et aussi, on voit bibliquement que Dieu a toujours supporté la monarchie. Et qu'on a vu plus de problèmes dans nos civilisations à mener à cause de la démocratie et non la monarchie.
Est-ce que pour toi, la monarchie, c'est comme un bien même isolé? C'est-à-dire, mettons, on voit la monarchie britannique, qui me semble, OK, la Pologne, c'est une république, mais il me semble que la situation en Pologne va beaucoup mieux qu'au Royaume-Uni. Oui, parce que mais il faut comprendre que la monarchie, il y a la monarchie absolue, que c'est la vraie monarchie. La monarchie constitutionnelle, c'est une monarchie qui est venue avec la démocratie. C'est pas une vraie monarchie en tant que telle, parce que historiquement, on a vu que la monarchie, c'est quand il y a un roi qui a le pouvoir absolument. Il y a des différentes fractions, mais la monarchie absolue, c'est la monarchie qu'on a toujours vue historiquement, et la monarchie qu'on voit en Angleterre, c'est une fausse monarchie. C'est une monarchie qui a été menée avec la démocratie. C'est un compromis pour satisfaire les révolutionnaires. Exactement. Mais la monarchie, mais l'absolutisme, si je me trompe pas, c'est venu assez tard, au 18e siècle. Oui, mais le concept qu'un roi a le pouvoir absolument, ça a toujours été là. Oui, la définition de la monarchie absolue, la définition du concept, oui, mais la pratique de la monarchie absolue, on a toujours vu ça. Oui, dès la fin de l'Antiquité, les premiers royaumes barbares, entre guillemets, là, parce que, bon, c'est un terme qui, aujourd'hui, on n'utilise plus, là, mais justement, le roi est voulu par Dieu. Dès les premiers royaumes, c'est une idée qui est posée. C'est pas pour rien que, par exemple, Charlemagne, même Clovis, ils voulaient des liens avec la papauté, parce que Dieu et le roi sont ensemble. En tout cas, du moins dans l'histoire, ça a toujours été le cas. Oui, le roi, c'est la représentation temporelle du royaume des dieux, et la papauté, c'est la représentation spirituelle du royaume des cieux. Bien dit. Selon Thomas d'Aquin, puis selon c'est Robert Bellarmine. Oui, et Saint Eusèbe de Césarée. Qui ça? Et aussi Saint Eusèbe de Césarée. OK, ça, je connaissais pas. Je vais peut-être regarder par la suite. Mais je sais ce que tu vas dire. Mais dans le sens que, oui, en soi, ils reprennent Aristote. Là. Il y a trois différents régimes de nature, et chacun a sa version vicieuse, chacun a sa version vertueuse. Donc, par exemple, la monarchie, on a la royauté qui est sa version vertueuse, puis il y a la tyrannie. Oui. Dans le fond, la royauté, c'est le meilleur de tous les régimes. Oui. La tyrannie, c'est le pire de tous les régimes. Et donc, c'est vraiment, tu prends un risque. C'est comme si tu... pas que tu jouais à la roulette russe, là, mais en mettant une monarchie, oui. Si un roi vertueux, tu as le meilleur régime, mais tu risques aussi d'avoir le pire des régimes s'il est tyrannique. Donc, c'est pour ça que Robert Bellarmine puis Thomas d'Aquin, ils avancent, tu sais, que la plupart du temps, avec la prudence, on doit mettre en place un régime mixte. Et ça... Quand tu veux dire mixte, tu veux dire quoi? C'est-à-dire, mettons, une monarchie avec des caractéristiques aristocratiques ou démocratiques. Okay. Oui, absolument. Donc, absolument. Donc c'est comme un régime mixte. Puis mais c'est une monarchie absolue. Ça reste une monarchie absolue. Mais est-ce que c'est absolu? C'est pas absolu. C'est mixte. Il y a des traits d'autres. Parce que moi, je vais juste... Moi, je serais pas contre une monarchie. Parce que moi, je serais pas contre une monarchie. Moi, je voudrais... Moi, je comprends l'argument, la continuité historique. Moi, je serais pas un roi de France au Québec indépendant. Oui, mais il faut comprendre, peut-être une monarchie constitutionnelle. Oui, mais l'affaire avec une monarchie absolue, c'est que le roi peut pas juste faire tout ce qu'il veut. C'est juste que là, je te le summarise. Mais la vérité, c'est qu'il doit avoir la support des ducs et de toute la communauté de nobles. Il peut pas juste faire ce qu'il veut. Parce que sinon, s'il fait quelque chose contre la volonté de son peuple ou des nobles, ben, ils vont le destituer puis ils vont mettre un autre roi. Donc, à la fin de la journée, c'est quand même le peuple qui a le pouvoir avec le roi. Comment est-ce que tu voudrais avoir, mettons, toute cette classe de nobles? Parce que, mettons, on l'a eu au Québec, des nobles, l'héritage du système féodal. On a eu les seigneurs. Ouais. Jusqu'au... même, on était bien avancé dans le 19e siècle quand on a aboli le régime seigneurial. Donc, mais là, on est dans une société... On n'est plus dans une société agraire. On est post-industriel. On est dans une société post-industrielle. Oui. Comment est-ce que tu ramènes cette noblesse-là qui était basée sur la terre à l'époque? Ben, il faut comprendre que l'Église a sa position. Okay? L'Église, elle comprend qu'on est dans un monde post-industriel, et ils ont dit qu'ils ont développé une idée qui s'adapte avec notre monde industriel, gardant les concepts pré-industriels, c'est-à-dire le social-catholicisme. C'est une idéologie que l'Église supporte, et elle supporte la forme de gouvernement qui est le corporatisme. Donc, c'est comme un peu une adaptation. Ils ont essayé de prendre le passé pour l'adapter dans le monde industriel. Et ça serait ma réponse pour une nation aujourd'hui, une monarchie catholique. Parce qu'on ne peut pas avoir un système féodal aujourd'hui, c'est juste pas réaliste, ça ne marcherait juste pas. On vit dans un monde post-industriel. Et donc, la réponse de l'Église, c'est du corporatisme. Si je comprends bien, le corporatisme... Puis là, j'ai pas lu énormément. Là. J'ai lu un peu de Chesterton, mais l'idée, c'est qu'il y ait le plus de petits entrepreneurs possible, que les moyens de production soient le plus distribués de façon organique
à travers la société. Mais je vois pas c'est quoi le lien entre ça puis, mettons, avoir... Ben là, c'est peut-être Une pas monarchie, ça que tu non, dis, là, mais- mon point, c'est que toi, tu m'as demandé, si je me trompe pas, c'est que on peut pas avoir de seigneurie aujourd'hui, c'est ça, avec un roi? C'est ça, mettons, Moi, on a un roi, comment est-ce qu'on fait pour avoir cette classe-là de nobles qui, dans ton système, est comme C'est ça, nécessaire? ok, c'est ça exactement. Il faut comprendre qu'on vit dans un monde post-industriel, donc on peut pas retourner dans le passé. Mais à la place que ça soit des nobles, c'est comme aujourd'hui, on a des nobles. Les nobles, c'était les gens qui faisaient partie de la classe haute. Aujourd'hui, on a la classe haute, c'est juste que c'est pas le même terme, c'est pas les nobles. Mon point, c'est que on a besoin d'un leader qui ait le pouvoir absolu, avec le support de son équipe, des citoyens. Mais mon point, c'est juste qu'on a besoin un leader qui a le pouvoir absolu, avec comment dire, et vu qu'on n'est plus dans le passé, on ne peut pas avoir des nobles, ça va juste être des entrepreneurs, des businessmen, whatever. Mais comment ils sont déterminés? Je pense que c'est ça un peu la question. S'ils ont de l'argent. Ouais, mais est-ce que ça ne crée pas une élite comme capitaliste ultime qui veut juste servir ses intérêts? Ben, il y a toujours à avoir des gens avec de l'argent. Tu sais, ça va toujours des gens avec de l'argent, des gens qui sont dans des positions de pouvoir, et ça va être ces gens-là qui vont représenter un peu la noblesse. Mais quand je parle d'une monarchie absolue, je parle pas de la monarchie absolue médiévale. Moi, je parle d'une monarchie absolue moderne, avec une politique économique moderne qui est le corporatisme. Ok. Parce que logiquement, on peut pas retourner vers la seigneurie et on peut pas avoir une classe de nobles qui viennent d'une lignée très ancienne. Et donc, les nobles, pour moi, ça serait des entrepreneurs, des gens qui influencent la société, des influenceurs, OK, ça fait du sens. des gens qui ont du pouvoir. Pas nécessairement monétaire, mais aussi... L'influence, ces choses. À l'époque, c'était pas juste les nobles, c'était pas juste les gens qui étaient riches, c'était aussi les chevaliers. C'est vrai. Mais les chevaliers appartenaient à un seigneur, en quelque sorte. Ils vouaient allégeance à un seigneur. Oui, absolument, absolument. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'était pas juste les nobles, c'était pas juste des gens qui naissaient nobles. T'avais des gens qui gagnaient des guerres et qui étaient très, très courageux. Juste à cause de leur courage, on les rendait nobles. Oui, ils étaient anoblis. Ils étaient anoblis, c'est ça. Aujourd'hui, on pourrait avoir un concept, mais le même concept, mais moderne. Donc, on voit quelqu'un un gros entrepreneur catholique qui fait du bien dans sa société, bien, il pourrait être vu symboliquement comme un noble. Mais ça serait juste pas un noble à cause de sa lignée, mais bref. Mais il faudrait qu'ils soient tous catholiques. Je pense que c'est ça. Ben, c'est ça, une monarchie catholique, absolument. Mais il faut que tous les nobles soient catholiques aussi. 100%, mais on veut pas de gens d'une autre culture dans notre Ils société. sont excommuniés. Exact. Parce que moi je... Mais c'est basé, c'est super basé comme idée. Là. Amen. Tout à fait basé. Mais mettons, parce que moi, un des gros trucs que je trouve comme un des bons arguments pour la monarchie, c'est au moins, juste sur le plan symbolique, tu sais, c'est comme l'unité de base de la société, est-ce que c'est l'individu ou est-ce que c'est la famille? Ouais. Et donc, le fait d'avoir une famille au pouvoir, que l'unité qui est à la tête de la société, ce soit l'image, ça donne un peu une image du reste de la société. C'est comme, OK, on considère que notre société, c'est basé sur la famille. Donc là, on a une famille de rois qui est au pouvoir. Je pense que c'est ça un des gros arguments, selon moi, pour... Ouais. Il y a juste sur le plan symbolique qu'il y a quelque chose. 100%. Et aussi le problème avec la démocratie, que si on a un bon président, il fait passer des bonnes politiques, mais ensuite, tu as un mauvais président qui arrive. Le mauvais président peut faire enlever ces bonnes politiques-là. Et donc, c'est un cercle vicieux. Tu as un bon gars qui arrive, il fait un changement, puis ensuite, tu as un mauvais gars qui arrive. Puis là, il n'y a aucun vrai changement. Et ce qu'on voit avec des sociétés où on peut dire où tu as une personne qui a le pouvoir absolu, comme en Chine, comme à Dubaï, comme à plusieurs places dans le monde, on voit qu'il y a une plus grosse croissance économique chez ces sociétés comparé aux sociétés démocratiques. Et on voit, au contraire, on voit un déclin culturel chez les sociétés démocratiques et un succès vers ces sociétés-là avec un leader qui a le pouvoir absolu. Mais ça, c'est vrai. La dernière fois... Même à Montréal, tu vois, Jean Drapeau, il a été élu à chaque fois. Mais il est tellement resté longtemps qu'il a pu faire des réels changements comme le métro, l'expo internationale. Il a tellement fait de changements qu'il a transformé Montréal, mais il a été élu. C'est juste une distinction pour dire qu'en fait, aussi la limite de mandat au fédéral, ça, je sais pas si au Canada il y a la limite de Non, il y a pas mandat. de limite de mandat. Mais par exemple aux États-Unis, il y a une limite de mandat. Fait que ça fait en sorte qu'il peut pas être réélu, même si le peuple l'aime. T'as fait tes deux mandats, ciao bye, tu sais. Mais C'est vers là que je m'en allais. C'est quand la dernière fois au Québec, selon toi, qu'on a eu un bon leader? Avec Louis, le roi Louis. C'est sûr que je dirais Maurice Duplessis, mais c'était pas parfait parce que regarde, qu'est-ce qui est arrivé après? On a eu la Révolution tranquille. Donc, tout son bon travail, c'est sûr que ça fait du bon, mais à long terme, regarde ce qu'on a le Québec aujourd'hui. Mais si on aurait le roi, ça aurait jamais arrivé. Un vrai roi. Là.
Mais la France a abandonné le Québec. Comment ça? Je me rappelle quand il y avait la guerre là, contre les anglophones. Mhm. Le traité de Paris, dans le C'est fond. ça. Ils ont comme un peu abandonné les colonies du Nord pour C'est vrai. privilégier les Caraïbes parce C'est qu'il y vrai. avait beaucoup de ressources, le sucre, etc. Là, ils ont Les perdu ça, genre... esclaves, mais après ils ont perdu aussi. Ils ont perdu ça, genre, quelques années C'est plus ça, ils tard. ont tout perdu par la suite avec Haïti puis Napoléon, mais est-ce que tu penses que la France a abandonné le... Oui, La- ben, oui, absolument. Et c'est pas pour dire que tous les rois sont parfaits, mais c'est juste qu'on voit historiquement que durant la monarchie, les gens vivaient mieux. Et un bon roi va être beaucoup mieux qu'un bon président. Hmm. Parce qu'il y a plus de pouvoir, en fait. Il a plus de pouvoir. Et le bon président, comme toi t'as dit, à un moment donné, il va plus être au pouvoir. Et ça va être une autre personne. C'est vrai. Mhm. Et dans le fond, Donc, c'est comme tu as Ouais. dit, c'est symbolique, la monarchie. C'est plus le fait d'avoir quelqu'un qui a le pouvoir absolu. C'est juste que moi, j'utilise le terme la monarchie parce que c'est le terme qui a représenté cette position, cette forme de gouvernement catholique. Théocratique ou non? Ou séparé? Théocratique, si je ne me trompe pas, c'est quand le clergé a le pouvoir ou quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est... Ouais, ben moi, je crois pas que le clergé devrait se mettre en... On devrait se séparer. avoir le pouvoir. Je crois que ça devrait être comme Dieu le veut. C'est un roi qui représente le monde temporel et c'est le clergé qui représente le monde spirituel. Et on Ok, devrait pas donc avoir de on mélange. sépare quand même. 100%. Ok, c'est bon. Mhm. Parce que comme toi t'as dit, c'est le clergé, leur but à eux, c'est de sauver les âmes. Mhm. Mais ça a toujours été le cas de toute façon. Ouais. Là. Je pense qu'il n'y a jamais eu de... En fait, je pense que c'est plus les musulmans là, qui ont Mais ça. ouais, Tu sais, mais le il y a eu calife, c'est des- à la fois le chef spirituel En et le Allemagne- chef temporel. Je pense qu'en Allemagne, il y a eu des évêques qui étaient chefs de... aussi dirigeants politiques de principauté. Ouais, j'ai vu ça. Oui, D'ailleurs, non, ça c'est aussi, possible, mais on parle aussi, du chef de l'Église. Ouais, ben On mettons... parle du pape. Un pape pourrait pas être... Non, c'est ça. Il va pas avoir un empire... Mhm. Mais il est déjà chef quand même du Vatican. Je veux dire, C'est un comme- empire spirituel. Ouais, c'est ça. Mhm. C'est un empire spirituel. Je pense que c'est la bonne façon de le dire. Man, ce serait... Imagine, genre, la grosseur du pays, là. Wow. C'est toutes les diocèses, là, annexés au Vatican. C'est le roi du monde. Amen, amen. Mais voilà, je pense que... OK, comment, dans une société, dans ton Québec à toi, Mhm. comment est-ce que les non-catholiques sont perçus et traités? Ben, moi, comme je dis, mon Québec à moi, c'est sans Montréal. Donc, il faut déjà comprendre que dans mon Québec sans Montréal, il va déjà avoir une majorité qui est québécoise, qui est culturellement québécoise et qui est plus catholique qu'à Montréal. Donc, déjà là, on ne va pas vraiment avoir un problème culturel. Donc, moi, ma solution, ça serait juste, comme je vous ai dit, de ramener plus de gens catholiques, avoir une éducation catholique et même pas Et les gens qui ne sont pas catholiques, ben regarde, ça, c'est leur décision à eux. Moi, j'ai rien à faire avec ça parce que moi, mon but, c'est juste de sauver le Québec et de supporter les valeurs québécoises. Est-ce qu'on va criminaliser les péchés comme on l'a fait dans le passé? Comme, C'est-à-dire que si le roi est un bon catholique, Mhm. nécessairement, il doit appliquer la loi de Dieu. oui. Donc l'homosexualité, le mariage homosexuel, qui est un non-sens d'ailleurs, Mhm. devrait être criminalisé, interdit. Ben, le mariage gay, c'est pas une question de le criminaliser, c'est juste qu'il va juste pas en avoir. Non, mais exemple, la sodomie. Mhm. Ça a toujours été criminalisé, même au Québec, là, dans le passé. Ouais, ben, jusqu'en 1969, là, mais... Mais c'est ça. Ouais. Mais est-ce que dans le Québec catholique, on criminalise ces péchés-là? Ben oui, absolument. Bon, c'est ça. Ok. Mhm. C'est ce que je pensais. C'est juste que Mais je comme pense j'avais pas- compris dans le sens que mentir, ça serait criminalisé, comme les péchés en général, mais je comprends ce que tu veux dire. Dans le maintenant. sens... Ok, ouais. Ok. Je Mhm. pense que t'as compris. Parce que mentir, c'est dur à Mais c'est parce que c'est ça, vérifier, c'est parce que mais y a- par exemple, faux testament ou tu sais, des péchés vérifiables, comme Mhm. ça a toujours été le cas dans le passé, dans le Moyen-Âge. Donc la peine de mort, pour ou contre? Ça, c'est une autre question qu'on 100% avait pour toi. Parce qu'un pédophile ne devrait pas rester vivant. Mhm. Ouais. Est-ce que... À quel point est-ce que ça devrait être élargi, la peine de mort? Ben, on va s'inspirer des meilleures sociétés du monde. Je peux pas dire exactement qu'est-ce qui serait peine de mort, qu'est-ce qui serait pas peine de mort, mais de ma tête, je peux juste te dire que les gros cas de crimes, par exemple des gens qui abusent des enfants, eux, avec preuve, évidemment, ont peine de mort. Les récidivistes, genre les Les- violeurs, Les récidivistes. violeurs, ceux qui tuent des personnes, peine de mort. Les crimes contre la dignité humaine, en fait. Exactement. Là, la peine de mort, présentement, l'Église est contre. Là, moi j'ai pas une opinion complètement formée sur le sujet. Je peux comprendre l'argument, tu sais, dans des cas extrêmement graves, tu sais, mettons, de viol ou de meurtre d'enfants, puis ces choses-là. Maintenant, tu sais qu'on parle de ces programmes de société-là, il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, ils sont... tu sais, ils peuvent avoir... ça peut être beaucoup, là, juste se demander comme... tu sais, interdire toutes ces choses-là qui sont présentement acceptées par la majorité de la population. Hmm. Par où commencer? Parce que Ouais. c'est pas vrai qu'on va criminaliser la sodomie demain. Là. C'est Non, comme, non, c'est pas, ça c'est peut un arriver. processus. Non, C'est un c'est- processus. C'est quand Martin va être roi, il va faire ça. Non, exact. Tout à son temps. Tu sais, je peux pas juste
disons, un président ne peut pas juste légalement passer cette loi-là. Il faut que le peuple, déjà là, soit d'accord avec ça. T'sais. Pour chaque loi que tu veux faire passer, le peuple doit être d'accord. Mais si Donc, tout le peuple est catholique, nécessairement, ils vont être d'accord. Mais oui, mais c'est exactement. Et concrètement, c'est quoi le plan pour établir la monarchie au Québec? Mais le premier plan, c'est faire beaucoup de vidéos sur les médias sociaux, d'être vraiment populaire, d'avoir une grosse influence, ce qui va me permettre d'avoir beaucoup d'argent et faire des campagnes, les campagnes pour la politique. Et lorsque mon parti gagne, ben, de faire un référendum et d'exclure le Montréal. Et lorsqu'on passe de faire un référendum et je deviens président, ben, c'est d'essayer de changer la constitution pour que ce soit une monarchie, donc faire passer une loi avec l'appui de la population pour changer la constitution en une monarchie. Donc, il faut la souveraineté avant absolument. de commencer. Oui. Puis, qu'est-ce qui va se passer avec Montréal? C'est quoi le plan pour Montréal? Ben, c'est juste que j'imagine le Canada va prendre Montréal ou ils vont créer leur propre province. Parce que c'est quand même une capitale économique importante. Quoi faire? On pourrait pas la convertir? Il n'y aurait pas moyen de la sauver, Montréal? Non, mais de toute façon, on a assez de ressources dans le reste du Québec. Là. Mais au niveau, par exemple, juste au niveau de commerce, mais toutes les grosses compagnies sont à Toronto. Ouais. Après que la révolution industrielle, ils sont tous partis à Toronto. Là. Donc, c'est même... pas big deal, Montréal. Là. Et on peut pas me prendre des exemples comme Dubaï. En 20 ans, ils avaient rien, puis ils sont super riches à cause du pétrole. Puis nous, on a plein de ressources. Singapour, ils ont même pas de ressources, ils sont super riches en 20 ans. On peut faire la même chose, on a plus de ressources qu'eux. Fait que Québec redeviendrait la grosse capitale commerciale. Québec redeviendrait la Nouvelle Jérusalem. Nouvelle-Jérusalem. Comme les prophéties. C'est ça. Ça vient d'où, ces prophéties-là? C'est pas la première fois que j'en entends parler, mais je suis comme curieux de savoir. Ben, tu peux aller sur Internet, tu écris la prophétie de Saint Francis de Paola, c'est un mystique saint très fameux de l'Église catholique. Ces prophéties-là sont approuvées, mais justement, tu as un site de sa prophétie où tu as la prophétie de plein d'autres saints qui parlent de la monarchie catholique. Mais il parle pas de Québec spécifiquement. Non, il parle pas d'endroits spécifiques, OK. mais on voit toujours le même pattern, la fleur de lis. Puis la fleur de lis, t'as la France, mais ils ont perdu la fleurie, mais nous, on est une des dernières places qu'on a gardé la fleur de lis. C'est vrai. OK, fait... Et t'as des saints québécois qui vont dire ça, mais c'est pas approuvé. Ça ferait plus de sens que ce soit le Québec qu'ailleurs. C'est ça que tu essaies de dire? Absolument. Okay. Parce que la France, ils sont remplis de musulmans. Là. Mais le Québec sans Montréal, ça serait un Québec qui est québécois. Parce que, mais la France, là, ils sont comme à 10% de musulmans. C'est ça, il y a une islamisation qui se produit. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent quand même être sauvés, entre guillemets? Parce que si les Français de culture catholique recommencent à prendre leur foi au sérieux, ils peuvent. Oui, bien on voit déjà justement un renouveau catholique chez les Français. Mais le problème, c'est qu'ils ont déjà trop de musulmans. Et la seule solution, c'est que les musulmans créent une guerre civile et qu'après la guerre, ben, que les Français reprennent des terres ou essaient de trouver une solution. Parce qu'on peut pas... Le problème, c'est qu'il y a déjà trop de musulmans en France. Donc, comment ils vont faire pour s'y prendre à ce problème-là? Par contre, nous, on peut juste dire à Montréal, ciao, bye. Puis le Québec, il n'y a pas vraiment de musulmans. Ça ne serait pas vraiment un gros problème. Parce que là, il y a... Face à ce plan-là, il y a des politiciens comme Bruno Marchand à Québec qui veut commencer à recevoir beaucoup d'immigrants aussi à Québec. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est un traître. C'est un traître parce que le problème, c'est qu'il est en train d'encourager la disparition de notre culture québécoise. On voit un génocide juste l'abortion, ça cause la mort des centaines de milliers de Québécois. Il y a un génocide vers la culture québécoise qu'on voit actuellement. Il y a des politiques qui sont contre les Québécois. Déjà, on a des lois au Québec pour encourager l'embauche des minorités, contrairement aux Blancs. Ça, c'est une politique raciste. On a des politiques racistes envers les Québécois. Ouais. Et on a un génocide d'abortion vers les Québécois aussi. Mais c'est un suicide, en fait. C'est un suicide collectif. C'est un suicide, exact. C'est le culte de la mort qui est mis de l'avant. Ouais, ben, je pense que c'est une société qui a une culture de mort qui tend vers le néant. Versus une culture de vie. Et c'est ça, je pense, Pew Research Center, ils disent que le nombre de non-religieux, d'irreligieux, de non-croyants dans le monde va baisser dans les prochaines années. Parce que toutes les sociétés non-croyantes finissent par avoir une sous-natalité, finissent par avoir une sous-natalité, commencer à décroître, tandis que les seules sociétés, puis là, je pense, mettons, aux États-Unis, les seules communautés qui arrivent à garder une haute natalité malgré le contexte de mode de vie moderne, c'est des communautés religieuses. Donc, je pense aux Mormons. Je pense aux Juifs orthodoxes en Israël. Je pense que c'est le seul endroit où ils sont encore au-dessus du taux de natalité.
Mais puis là, quoi qu'on pense du pays ou de la religion juive, là, mais comme, c'est ça, je pense que clairement, c'est ça, une culture de vie, ça nous prend une culture de vie présentement. 100%. Puis ça peut se faire à travers les vidéos, évidemment, ça doit se faire dans la vraie vie, là, c'est ça la chose Les vidéos, la plus c'est importante. la vraie vie. Parce que tu Qu'est-ce que tu veux filmes dire? en vraie vie. C'est vrai, mais mettons comment les gens regardent une vidéo. Tu sais, il y a beaucoup d'énergie qui peut être mise dans la sphère numérique, mais il doit y avoir, je pense que la sphère numérique, ça doit être comme un laboratoire d'idées qui nous motive et nous propulse à mettre ces idées en pratique là, dans Justement, nos vies, mais sans cette influence-là médiatique, je crois que on n'a pas de futur parce qu'on voit déjà les gros changements internationaux à cause de cette influence médiatique. On voit déjà un nouveau phénomène que Trump a amené. Trump, c'est lui qui a permis que les influenceurs rentrent au pouvoir. C'est lui qui a montré que, regarde, t'es pas obligé d'être un politicien qui a un gros diplôme pour être un vrai leader. Non. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui a l'influence sur son peuple. Il a créé un mouvement. On voit déjà Milei, qui n'était pas un politicien de old school. C'est quelqu'un qui faisait des podcasts. En Amérique du Sud, on voit Bukele. C'était un gars qui faisait TikTok. On voit un nouveau phénomène où c'est des influenceurs qui commencent à rentrer en politique et faire des changements. Ça prend une bonne paire de couilles aussi. Là. Exact. Des petits politiciens qui ont le diplôme mais qui ne savent pas agir, on veut pas ça. C'est ça. Et à la fin de la journée, le peuple veut un leader qui a interagi avec sa société. Ils veulent pas un leader qui est toujours dans son château et qui s'en fout de la société. Je crois que, et c'est même logique, si tu veux avoir le pouvoir, tu dois avoir les votes. Et les gens, entre un petit gars avec son diplôme, ce qui est pas mauvais, et un gars avec son diplôme qui est super fameux, les gens vont voter pour celui qui est fameux. Ça prend un charisme. Ça prend un charisme. Avant tout. Là. Parce que c'est ça qui convainc les gens. Qu'on le veuille, qu'on soit d'accord avec ses idées ou pas, Trump, là, il dégage une aura. Puis il a pas peur de dire les choses puis d'aller à contre-courant. Puis je pense que ça plaît à beaucoup de gens aux États-Unis puis partout dans le monde. Puis c'est qu'il a permis de gagner. Même lui, il a dit, c'est TikTok. Ben oui, c'est vrai. Puis aussi les influenceurs qui étaient républicains. Exact. Ah oui, ben mettons Charlie Kirk. Il a énormément contribué à même les la médias. droitisation de la jeunesse. Mais oui, même les médias le disent. disent. Il y a un pouvoir avec les médias. Puis ce que j'aime de Bukele, c'est qu'il a montré le pouvoir. Quand il est allé dans l'ONU, il a dit, attendez, donne-moi 2 secondes, je vais prendre un selfie. Après, comme, pourquoi tu prends un selfie? Je veux juste montrer qu'il y a plus de gens qui vont voir mon selfie que des gens qui vont écouter cette vidéo à l'ONU, dans la page de l'ONU. Pour montrer qu'il y a un plus gros pouvoir avec les médias sociaux que dans les médias traditionnels. Mais lui, il est vraiment bon là, avec tout le système judiciaire qui est mis en place. Waouh, il est vraiment impressionnant. Je connais pas beaucoup. Toi, je sais que t'es latino, donc peut-être que t'as une autre perspective. Je sais que au Salvador, ça a énormément baissé là, la criminalité en juste 1 ou 2 ans. C'est le pays qui en a le moins en Amérique du Sud, je pense. En Amérique en général. Ouais, je pense Amérique totale. Ouais. En l'hémisphère de l'hémisphère ouest, là, c'est le pays avec le moins de criminalité. Puis tu sais quoi? Alors que c'était le pays le plus dangereux. Il est catholique, je savais pas. Ouais, il me semble qu'il est catholique. Je pense qu'il est chrétien. Mais je pense pas qu'il Ils sont catholiques, mais il n'est pas ouvertement catholique. Genre, il prêche pas le catholicisme. Là. Ah, mais il a déjà parlé de sa foi. Je crois que il croit en Jésus. Il parle toujours de Dieu et de Jésus. Là. De Dieu. Ah, ok. Mais parce que peut-être que je me trompe. Mais... Je pense qu'il a des origines moyen-orientales musulmanes, mais que lui, il est chrétien. C'est ça. Ah, ok. Donc, c'est mieux ça que rien. Là. Ouais, 100%. Donc t'admets que c'est mieux être protestant qu'être chrétien généralement qu'être athée. Mais c'est parce que lui, peut-être, disons qu'il se dit protestant, il agit plus comme un catholique que beaucoup des gens qui se disent catholiques. Est-ce que tu fais la distinction entre protestant et évangélique? Parce que moi, je la fais. Ouais, non, c'est sûr qu'il y a une distinction. Comme quelqu'un qui va vraiment prendre le protestantisme au cœur, il va comprendre que Luther, il vénérait Marie. Tu sais, un évangélique va même pas vénérer Marie. Donc, c'est sûr qu'un vrai protestant va être différent qu'un évangélique. OK. C'est bien, parce que nous, on a fait un épisode là-dessus, justement, puis on parle vraiment des évangéliques. Parce que un protestant high church, il est déjà plus proche de nous, puis de notre théologie. 100%. Puis c'est possible d'argumenter avec, puis de le faire réaliser, mais l'évangélique, vous vénérez Marie, vous croyez tout ce que le pape dit, c'est ridicule. Puis ils ont des sacrements valides aussi, les high church. Ouais, les high church, ouais. Ça, je sais pas, mais comme oui, je sais, ils font des baptêmes, la communion, des choses comme ça. Là. Ouais, la communion est pas valide, mais les baptêmes. Je sais pas si c'est valide. En fait, c'est baptême et mariage. C'est ça. Non, mon point, je sais pas si c'est valide, mais au moins, ils font ça. Tu sais, les évangéliques pratiquent même pas la communion. Ouais, c'est un TED Talk, là. C'est ça, c'est un tech talk. C'est un money talk, là. Ouais. Est-ce que toi, tu as des amis protestants? Non. Mais non. Parce que la Bible dit « Do not be yoked with unbelievers. What has lightness to do with darkness? »
Tu lis la Bible en anglais? Ouais, ben je travaille en anglais, donc, OK. ouais. Mais à la base, tu parlais plus français ou anglais? À la base, mais là, je suis toujours en anglais. Là. OK. Ouais. C'est plus accessible ou... Non, c'est juste que moi, je vise comme ma campagne, et pas juste pour le Québec, mais à l'international. Parce que je me suis dit, aussi, si je suis fameux à l'international, ben, je vais représenter le Québec à l'international. Les gens vont plus vouloir voter pour quelqu'un qui représente pas juste le Québec au Québec, mais le Québec à l'international. C'est vrai. Et, OK. Fait que, selon toi, on devrait pas être ami avec des gens qui sont non-croyants. Non, tu peux les aider, les évangéliser, mais je veux pas être ami avec quelqu'un qui crache sur la Vierge. Non, c'est ça. Je pense que si quelqu'un manque de respect à ta foi, c'est ça. c'est tout à fait justifié de vouloir de pas vouloir tolérer ça. Maintenant, je pense que c'est important. Une des grosses façons d'évangéliser, c'est par l'amitié. Le discours, là, Oui, ouais. mais il y a un saint fameux qui a dit, après 3 admonestations, genre après 3 avertissements, Wow. si tu continues d'être ami, tu te nuis à toi-même. Ça, c'est... Je me rappelle plus c'est qui, mais si tu le retrouves, là, tu le mettras dans une vidéo. J'aime ça, ouais. Il a dit, après 3 avertissements, si un païen ne t'écoute pas, abandonne-le. Ça, c'est beau. Puis moi, j'ai fait ça. J'avais des amis avant. Puis à un moment donné, j'ai juste réalisé, il m'apporte rien de spirituel, de concret. Puis moi, je leur ai parlé de Jésus, je leur ai parlé de ma foi. Puis, ah oui, OK, il montre un petit intérêt. C'est comme la graine. Il accepte avec bonté, mais après, il oublie. Ben, après 3 fois, c'est juste, il va y avoir des conséquences pour toi. Puis c'est un saint fameux qui a dit ça en plus. Donc, je suis d'accord avec Martin dans le sens que, pourquoi prendre du temps de fréquenter, prendre de l'argent aussi, parce que bon, les activités sociales, ça coûte de l'argent aujourd'hui. Ouais. Pourquoi prendre du temps de sa vie avec quelqu'un qui va rien t'apporter de concret spirituellement? Et aussi, ce que j'allais dire aussi, c'est que pour moi, l'amitié, c'est pas le concept d'amitié qu'on a, c'est aller prendre un verre et juste de parler. Pour moi, une amitié, c'est quelqu'un qui va travailler avec moi, où on va travailler pour restaurer le royaume de Dieu. Parce que historiquement, on voit les amitiés, c'est par exemple, Alexandre le Grand avec son meilleur ami, s'ils n'étaient pas amis, c'était pas ce genre d'amitié moderne où ils allaient prendre un verre puis parler et perdre leur temps. Non. Depuis le début, l'amitié, c'était basé sur leur mission qu'ils avaient sur la terre. C'est on va se battre contre les méchants, on va créer un royaume, on va faire ci, ça ensemble, tu sais. Et donc, ce concept-là de parler avec un protestant et de prendre un verre juste de parler, c'est comme... Même avec un catholique, j'aurais pas juste aller prendre un verre juste pour le fun et perdre mon temps. Non, comme moi, une amitié, c'est quelqu'un avec qui on va travailler ensemble pour le royaume des cieux. Puis un protestant, écoute, il aime pas l'Église catholique, donc... Puis il boit pas de bière non plus. Pas de bière, c'est ça. La bonne petite bière. Amen. Amen. Amen la bière. Amen de la bière. Amen. Attends, je pense que... Oui, tout à fait. Je pense que les plus belles, les amitiés les plus profondes, je suis d'accord que avoir un but en commun, surtout pour les hommes, ça. En tant qu'homme, avoir un anneau, un volcan où aller jeter l'anneau, là, c'est ça qui nous lie vraiment, mais on n'est pas des femmes à juste placoter. C'est ça. Bon, OK, là, il y a des gens qui écoutent, là, on n'est pas juste dans notre salon, là. On va le couper. Non, mais dans le sens que je suis d'accord, mais il y a une place pour je pense que tout dans la vie n'a pas nécessairement à être que travailler pour un but. Il peut y avoir des moments de détente. Puis ça, je pense que... Mais si ton amitié est basée sur des moments de détente, là, c'est weird. Si les seules fois que vous voyez, c'est aller voir un verre, là, ça produit pas de fruits. Non, mais si vous êtes en train de produire des fruits et vous allez prendre un break, prendre une bière, ça, c'est complètement différent là, que juste prendre des bières ou aller au resto ensemble. Je pense que c'est important, c'est intéressant comme perspective. Je suis quand même d'accord. Je l'avais pas entendu, j'avais pas pensé à ça comme ça jusqu'à présent. Genre, si un ami t'appelle juste pour boire la bière... Ou aller au resto, ou aller au McDo. Mais si vous allez à l'église ensemble, vous travaillez ensemble, comme nous, on fait un podcast... C'est ça, vous allez prendre un break, c'est normal, là, c'est humain. Là. C'est vrai. Mais c'est vrai que je comprends dans le sens que qu'est-ce que tu veux dire, genre juste perdre son temps à faire des futilités. Là, c'est ça. Comme... Mais mettons, moi j'ai des amis qui sont non-croyants, mais avec qui j'arrive à avoir donc ils sont très intellectuels. Ouais. Et j'ai des discussions intellectuelles. Ouais. Puis je pense que ça me forme, ça m'aguerrit, ça me... en ce sens-là, je dirais qu'il y a un but à cette amitié-là. Oui, il y a un amour commun pour quelque chose qui nous transcende nous deux, tu sais. Et en ce sens-là, il peut y avoir une vraie amitié. Ouais, ben moi, je discute toujours avec des non-croyants, tu sais, mais je vais pas aller commencer à prendre un verre juste pour le fun, tu sais. Je vais pas l'appeler mon ami. Je vais avoir des discussions, mais je vais pas le dire t'es mon ami. Tu sais, quelqu'un qui respecte l'LGBT et la pédophilie. Là. Ciao, bye, là.
Fait que, Qui respecte la pédophilie. Oui, parce que quelqu'un qui défend l'idéologie de genre, qui défend qu'on enseigne aux mineurs des thèmes de sexualité, c'est Ah, quelqu'un ouais. qui supporte la pédophilie. Ouais, c'est vrai. mhm. Ouais, 100%. Et on a vu plus de cas d'abus sexuels dans les écoles athées, vice-versa les écoles catholiques. Il y a une statistique qui est sortie récemment Ouais, aux c'est States. vrai. Ça se peut. Ouais, c'est vrai. Il y a plus d'abus dans les écoles, même protestantes, je pense, Ouais, que ouais. catholiques. OK. Alors, nous sommes de retour après une courte pause. Un truc dont on parlait durant la pause, c'est que... donc, toi, Martin, tu es un homme assez unique. Mhm. Tu as un Amen. compte, évidemment, en français, celui avec lequel je suis entré en contact Oui. d'abord. Tu as un compte, évidemment, en anglais par lequel tu as commencé. Tu as aussi un compte en espagnol Ouais. Mhm. et un compte en chinois. J'ai pas un compte en chinois, mais je publie des vidéos en chinois Ok, tu publies des vidéos Ouais. en chinois. dans mon compte en anglais. Mhm. Wow. Faut que tu nous en dises plus, là. Ouais, non, c'est juste que j'ai quelques vidéos où j'aborde des chinois et je les évangélise en chinois. C'est tout, là. Est-ce que tu parles chinois? Je parle mandarin. Tu parles mandarin, genre, Ouais. tu pourrais avoir une conversation avec un mandarin. Couramment ou... Ouais, en fait, oui, je pourrais avoir une conversation couramment. C'est juste que, par exemple, la dernière fois que je suis allé en Chine, après 3 mois, vu que je pratiquais le mandarin, je comprenais moins de 70% de ce que les gens me disaient. Mais quand je suis arrivé, je comprenais le 30% parce que je pratiquais pas réellement. Donc, avec la pratique, là, je peux parler couramment sans problème. Là. Donc, est-ce que tu peux nous dire une petite phrase? Dis « Vive le Québec, libre » et Jésus-Christ en mandarin pour voir. Ni mei au tien. Non, wo ai Québec and wo ai Yesu. Yesu, c'est Jésus. Ah, Québec, je sais pas comment on dit, mais genre, je crois que c'est Québec. Québec. Ouais. Ouais. Incroyable. Ah, wow. Tu m'impressionnes. Ouais. Et tu parles, évidemment, tu parles espagnol parce Bah que oui, t'es c'est ma vénézuélien. première langue. Tu là. parles 4 langues au Je total? parle 4 langues. Wow. C'est impressionnant. Fait que, ok, tu parlais, est-ce que ta mère est québécoise, c'est ça? Ouais. Ok. C'est quoi ton nom de famille par hasard? Ouf, ça, je peux pas Tu le peux dire. pas Ah, le il dévoiler, faut le garder. Ouais. Garder secret. ok. Éventuellement, là. D'accord. Mais c'est un nom de famille hispanique. Non, genre, comme si je leur ai dit, les gens ne sauraient même pas d'où ça vient. C'est vraiment unique. On est comme à peine de gens avec ce nom-là dans le monde. Ah ouais. Ouais. Ah, ok. tu nous le diras en secret, pas dans le Ouais, vidéo. ouais. Non, parce que j'imagine que tu veux garder une certaine... Non, c'est parce qu'il y a des gens qui me menacent, puis je me suis quasiment fait tuer. Il y a comme un groupe de gens qui m'ont fait un setup, des gens cagoulés, puis ils ont essayé de me tuer, là, quand avec des couteaux pis tout, mais moi, What? j'ai réussi à m'échapper, là. Ouais. What? Attends, Attends, quoi? Ouais. Comment- Ça, je l'ai comment pas dit qu'est-ce qui encore, là, s'est passé? mais ouais, parce que j'étais très innocent, donc j'avais mis dans une publication, les gens qui veulent me rencontrer, je vais être à telle journée, à telle heure sur la rue Saint-Laurent. Et là, cette journée-là, je suis en train de filmer, je fais mes vidéos comme d'habitude, puis là, je m'en vais pisser dans une ruelle. Puis là, là, je vois, il y a un groupe de gens qui me suit. Puis il me dit « Hey, Martin », puis là, je me retourne. Là, je vois un groupe de gens cagoulés qui m'encerclent. Puis là, ils ont sauté sur moi, ils ont essayé de me tuer avec des couteaux et whatever, mais je sais pas, ma propre réaction, c'est de dire « La police !» Puis ça les a figés. Puis quand ils se sont figés, que je suis parti en courant. Puis j'ai appelé la police, puis ils ont fait une investigation et tout ça. Mais là. non. Ouais, mais ils les ont pas trouvés parce qu'ils étaient cagoulés. Ok. Ouais. Ils avaient des couteaux sortis. Ouais, toute la patente. Je crois que c'est les antifas, parce qu'une fois, je suis allé à la Oui, mais- Je manifestation. pensais que c'était des gangsters là, qui voulaient être rob, juste comme ça. non. C'était visé, genre Je spécifiquement. crois que c'est dans les antifas. Là. C'est l'affaire avec les antifas, c'est ça, c'est les gens les plus violents, les plus de gauche, les Mhm. plus de gauche violente, c'est les antifas. Mhm. Mais ok, fait que après cet incident-là, j'imagine que t'as appris un peu. Ouais, j'ai juste c'est quoi les précautions que tu prends, mettons? Ben non, quand je suis juste plus dire où est-ce que je vais être. Mhm. J'essaie d'éviter de donner des informations personnelles. Dans le nom de famille. Ouais. Pour Ben, l'instant. Mais c'est compréhensible. là. Pour l'instant, éventuellement, j'aurai pas le choix. là. Je m'en Mhm. doutais aussi. Là. Mhm. Pour ça, le catholique, c'est comme... Ouais, non, mais son aussi, nom. c'est comme un username, là, comme Ouais. ça donne plus. Là. Est-ce que ça a toujours été ton username? En français, ouais. OK. En anglais, c'est Templar, je pense. J'ai plein de comptes en anglais. Templar, Une dizaine. J'ai Catholic Martin qui a plus d'abonnés aussi là, Ouais, que c'est vrai. Templar. c'est vrai. Mhm. Je pense que t'as comme 8 comptes, non? J'en ai 30. T'as 30 Ouais. comptes? Wow. Ouais. Est-ce que tu publies à la même fréquence sur chacun? Chaque jour. Mhm. T'es un homme occupé. Pas le choix. Ouais. Pour sauver notre monde. Pour restaurer la monarchie, on n'a pas le choix. hein. Mais je fais plein de types de vidéos, tu sais, parce que moi, mon but, c'est d'être populaire, tu sais, parce que je veux pas juste avoir un groupe de gens qui vont me supporter quand je vais rentrer en politique, je veux que tous les groupes me supportent. Donc, c'est pour ça que je fais des vidéos drôles où je parle d'agartha dans les rues pour que les jeunes me suivent. J'ai fait des speeches des fois pour les gens un peu plus intellectuels. Des fois, je fais des speeches un peu plus comme
intellectuel, mais un peu comme controversial pour que ça soit viral. J'ai plein de types de vidéos. J'ai des vidéos sur l'Église catholique, sur la théologie. J'ai vraiment des vidéos pour chaque type de personne. C'est vrai. Ouais. Tu fais beaucoup de contenu. Ouais. Et en français et en espagnol. Comme En espagnol, en français, en anglais, en chinois, différents types de vidéos, 30 comptes. Tu travailles fort pour le toute Québec, la journée. Là. puis- C'est ma job là, à temps plein. Là. Puis est-ce que ça paye? Ou... Ça paye haut dans le ciel. Non, je fais de l'argent, mais Évidemment, comme ça paye dans le c'est ciel. petit à petit. Là, tu sais. OK. Ouais. Ah, c'est pas mal. Intéressant. Ouais. Et puis, est-ce que... Puis est-ce que, mettons, vers où tu penses ça se dirige? Est-ce que pendant, mettons, la timeline, est-ce que, tu sais, dans le futur, on sait que tu as des plans dans le futur plus éloignés, mais plus rapprochés, qu'est-ce que tu voudrais faire, mettons, avec ces comptes-là? Ouais, plus rapproché, c'est encore une fois avoir plus de visionnement. Puis plus de visionnement va te permettre d'avoir plus d'argent pour éventuellement faire ce que je veux réellement. La politique. La politique, ça, c'est mon avant-dernier goal. OK, il y a des buts avant. Non, j'ai des buts après. OK. Puis est-ce que, dans l'état actuel des choses, pour qui t'encouragerais les gens à voter? Mettons aux prochaines élections. Ben, je dirais le Parti québécois parce qu'il y aurait une opportunité de rendre le Québec indépendant malgré que je suis pas d'accord avec leur politique socialiste économique. Là. Mais ils sont laïcs aussi. C'est pas Ils sont dangereux laïcs. pour nous. C'est dangereux pour nous, mais si le Québec est déjà indépendant, c'est déjà une étape à moins de faire pour moi. C'est vrai. Puis peut-être que les gens, ils ont... Ben, quoique les gens ont moins confiance en le Parti québécois. Je sais que les sondages démontrent qu'il y a une hausse de leur popularité. Ouais. Mais est-ce que tu penses que le projet référendaire est possible? Je crois que oui, mais pour le gagner, là, je suis pas sûr. Oui, le mettre en place potentiellement, mais le oui, est-ce qu'il va l'emporter? C'est Je ça sais la question. pas, parce qu'il y a de plus en plus de gens, comme les immigrants, ils veulent pas de Québec indépendant. Là, tu sais. Mais à part si c'est moi, parce que moi, je touche la population immigrante chaque fois. Parce que je vais souvent à d'autres églises pour rencontrer les gens. Je fais des églises arabes, des églises orthodoxes, puis comme toutes les cultures différentes me supportent, malgré qu'ils sont pas québécois. Donc, ce que je trouve intéressant avec mon aspect à moi, c'est que je vais pas juste toucher les Québécois, je vais toucher les immigrants aussi, qui sont catholiques, chrétiens. Et c'est ça que la porte qui permettrait vraiment d'avoir un Québec indépendant, d'avoir le vote des immigrants aussi, D'avoir leur support. leur support. Donc, ils ont leur place dans un Québec indépendant. Les catholiques, les chrétiens. OK. Ben, ensuite, ça dépend Les aussi musulmans de- vont pas voter pour moi. Là. Non, c'est sûr, mais ça dépend de la taille du groupe aussi. On veut Ouais. pas que ça soit 80%, même si c'est des orthodoxes ou des catholiques, on veut pas que 80% d'un peuple étranger non plus. On veut pas, mais ils sont déjà là. Et c'est mieux d'avoir leur vote que pas de les avoir. C'est vrai, c'est vrai qu'il faut le voir comme ça. Donc, tu penses que c'est vraiment un projet possible et tu mets en place toutes les C'est choses. pas que c'est possible, c'est Dieu le veut. Dieu veut pas que le Québec devienne un califat. Là. Il veut que le Québec... Écoute, nos ancêtres ont donné leur vie pour que ça soit catholique. On a eu des martyrs saints. Je crois pas qu'ils veulent que... Ils ont pas fait cet effort-là pour qu'après le Québec devienne laïque puis une démocratie. Là. C'est vrai, hein, au Ils veulent que ça Québec, soit une monarchie catholique. Tous nos ancêtres supportaient la monarchie catholique. C'est vrai. Puis, c'est ça. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui commence à perdre espoir? Mettons, un catholique qui est un peu black-pilled, comme on dit, là, genre qui se dit c'est fini, là, notre peuple va disparaître. Ouais. Et puis, tu sais, l'Église catholique, évidemment, va continuer à exister, mais tu sais, notre peuple, peut-être, à cause qu'il a abandonné l'Église, il va disparaître. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, un Québécois catholique qui a perdu espoir, qui croit plus en ce projet-là? Ben, j'ai dit que premièrement, comme tout est possible avec le Christ, on a vu historiquement que des situations qui avaient l'air impossibles sont devenues possibles, c'est-à-dire, par exemple, l'Empire... Ce que les premiers catholiques ont vécu, c'était beaucoup pire de ce que nous, on est en train de vivre maintenant. Puis malgré ça, ils ont réussi à établir un des plus gros empires avec Constantin. Donc, on sait déjà que c'est possible de sauver le Québec. Et deuxièmement, on voit une tendance qui augmente chez les jeunes dans le traditionnalisme et dans le catholicisme. Donc, les tendances sont avec nous et Dieu est avec nous. Donc, je dirais que c'est encore plus réaliste que le Québec soit catholique que le Québec soit laïque. Amen. Moi, j'avais une question cause des aussi. Ça tendances. n'a pas du tout rapport avec ça, mais ça me fait penser à l'état actuel de l'Église. Puis là, on a vu que le pape Léon XIV, il fait beaucoup de démarches avec les orthodoxes puis les patriarches au Proche-Orient. Donc, je voulais te demander, est-ce que tu penses que c'est possible une réconciliation avec les orthodoxes? Absolument. Hein. C'est pour ça qu'ils travaillent sur ça. Dans quelle direction tu penses que ça pourrait aller? Est-ce On que pourrait être en communion, comme on est en communion avec les catholiques byzantins. La même forme. Ils ont une théologie un peu différente, mais ils sont quand même en communion avec nous et
ils supportent la papauté. Parce qu'il y a quand même des dogmes là, comme le filioque Ouais. qui pourraient poser problème. Puis Ouais. je me suis beaucoup renseigné sur ce cas-là parce que ça m'a intéressé. Puis j'ai écouté à la fois des orthodoxes et des catholiques. Puis des deux camps, ils disent « Ah oui, c'est possible, mais il Ouais. faut que l'autre accepte nos propositions. Ouais. Donc, est-ce que c'est un dead end? Genre, est-ce que c'est possible réellement? Ou... Ben, je crois que c'est possible parce que les deux, le patriarche Bartholomé et le pape Léon, sont en train de travailler sur ça. Donc, je crois que déjà, c'est possible. Mais moi, honnêtement, si c'est pas possible ou si c'est possible, ça m'affecte pas vraiment parce qu'on est quand même la dénomination la plus grande et on est la vraie dénomination du Christ. Donc, qu'il soit parti, qu'il soit pas parti, ça va pas vraiment affecter ma vie. Ben, quoique ça pourrait être assez impressionnant si Oui. des millions de personnes rejoignent l'Église catholique du jour au lendemain. Je Amen. pense que ça donne une force vitale Amen. vraiment aux catholiques. Surtout que, on va pas se mentir, les orthodoxes sont assez basés. Ouais. Tu sais, la chasteté est vraiment mise de Ouais. l'avant, puis plein de valeurs. Là. L'iconographie est vraiment belle, puis je veux dire, il y a beaucoup de force le fait qu'eux nous rejoignent. Mais je pense que pour que ce soit possible, ça doit être eux qui viennent en communion avec Rome. 100%. Ben, au final, ça pourrait être positif pour Oui. un royaume catholique si Non, les orthodoxes Ça serait supportent absolument positif. C'est juste que ça me dérange pas si ça arrive pas. C'est ça. Ok, ouais, je comprends. OK, donc j'aimerais ça passer à la dernière partie de l'entrevue. Donc là, on a eu une conversation informelle. J'aimerais ça te poser des questions un peu en rafale. Mhm. Et puis après ça, tu essaies de répondre par oui ou par non. OK. Ou par, c'est ça, juste des réponses très courtes, très succinctes. Pour les gens, puis ça pourrait être clippé Ouais. assez facilement. Donc, est-ce que le Québec est perdu? Oui. Est-ce que le catholicisme, c'est la seule vraie religion? Oui. T'es pour ou contre la peine de mort? Pour la peine de mort. Neveu surdo ou messe latine? Messe latine. Ton saint préféré? Padre Pio. Monarchie libérale ou république catholique? La mort. Ta fête chrétienne favorite? Le 25 mars, qui est mon jour de naissance, qui est l'Annonciation. OK. Quand tu meurs et immédiatement tu fais face à Dieu, qu'est-ce que tu voudrais lui entendre te dire? My good and faithful servant. T'as bien fait, tu t'as défendu la monarchie. My man. Est-ce qu'Agartha existe? Ben, c'est juste une cité mythologique qui n'a pas été découverte, tout comme les Espagnols croyaient qu'il y avait une ville faite en or qui s'appelle Eldorado. Et tu as les premiers pères aussi qui vont mentionner Hyperborie, qui est une supposée une île avec une population avancée au nord du pôle. Nous, on connaît, mais c'est pour les auditeurs C'est ça. qui connaissent pas. Non, Agartha, c'est juste un terme utilisé pour parler d'une civilisation souterraine. Toutes les cultures du monde parlent de civilisation souterraine partout dans le globe. Donc, j'ai vu que tu voulais financer des projets d'exploration pour... Absolument, tout comme l'Empire catholique a financé des projets d'exploration à travers l'Empire espagnol et français. Est-ce que Agartha est catholique ou bien c'est toi qui vas les convertir? Non, après moi, c'est comme un peu comme c'est une place où il y a des gens qui pratiquent des pratiques païennes, après moi. Prochaines élections, pour qui voter? Pour Martin le catholique. Incroyable. Donc en 2026, vous savez pour qui voter. Y a-tu un sujet que tu voudrais parler? Parce que c'est aussi une plateforme pour toi. C'est Si ça. tu veux dire de quoi? Là? Ben non, ce qui est intéressant, c'est comme par exemple, je sais pas si vous connaissez Nikola Tesla. C'était un scientifique des années 20, 30. Apparemment, il y avait des patterns pour des technologies pour télécharger l'énergie atmosphérique pour que l'énergie soit, si on peut dire, gratuite. Donc, on a plein de cas où tu as des personnes qui développent des technologies hyper avancées. Et moi, quand je rentrais en politique, j'aimerais vraiment comme, investir dans le développement de ces technologies-là qu'on aurait supposément perdues. Et donc, moi, je veux une civilisation avancée. Je veux une civilisation futuristique dans ma nation. Et comment ordonner la technologie avec les valeurs catholiques? Ben, par exemple, si on prend l'IA, j'aimerais que l'IA se base sur les fondations du christianisme. Je veux pas un IA comme on voit sur ChatGPT, c'est un IA woke. Quand on lui dit de défendre des points de vue, des fois, il va dire on peut pas parler de ce sujet. Donc, on voit déjà qu'il est biaisé sur plein de sujets. C'est vrai. Mais c'est drôle parce que j'avais écouté il y a quelques temps récemment une conférence
par le Domestic Institute. Ok. C'est sur Spotify. Là. Puis là, c'est comme. Sur la question. Je sais pas si je t'en avais parlé. Sur la question, est-ce que l'IA a une âme? Puis en fait, démontrer philosophiquement que non, l'IA n'a pas d'âme. Puis c'est vraiment intéressant la façon dont puisque le professeur qui parlait là-dedans, il était assez familier avec la façon dont l'intelligence artificielle fonctionne. Puis vraiment, c'est vraiment moins magique que ce que je pensais, l'intelligence artificielle. C'est vraiment comme, ça regarde les différents mots, puis la corrélation statistique entre eux. Donc, par exemple, chien et chat, ça a une très haute probabilité statistique d'être dans la même phrase. Ou mettons, chat et souris. Puis là, à partir en regardant toutes les phrases qui ont été écrites par des êtres humains par le passé, il fait juste des corrélations statistiques entre combien de fois est-ce que tel mot a été accompagné de cet autre mot-là. Puis après ça, en fait, ça fait juste générer... C'est tellement comme... c'est des calculs mathématiques tellement puissants puis tellement avancés avec une base de données tellement grande que, en fait, ça fait juste générer un texte qui est statistiquement le plus probable qu'un être humain. En me faisant la moyenne de tout ce que des êtres humains ont écrit, genre, OK, fait comme statistiquement, ce serait quoi le texte le plus probable qu'un être humain t'écrirait en réponse à ta question. Donc, c'est vraiment moins magique que ce que je pensais. C'est juste, c'est très, très puissant. C'est une base de données énorme. Ça n'a pas d'âme. Non, ça n'a pas d'âme. Ça a énormément de données. C'est juste, c'est ça, c'est très, très puissant. Ça demande énormément d'énergie. Puis, donc, c'est ça, l'intelligence artificielle... Des fois, j'ai l'impression que c'est ça, il y a comme cette espèce de tension qu'on met entre mettons, la métaphysique traditionnelle catholique, puis l'intelligence artificielle, puis la technologie. Mais je trouve, des fois, tu sais ça, ces espèces de conflits-là, il y a juste à creuser un peu plus profondément, puis finalement, il se résout. Est-ce que tu penses que l'IA, c'est dangereux pour le futur? Ou? Oui, c'est dangereux si c'est des mauvaises personnes qui l'utilisent. Mais moi, dans ma nation, moi, j'aimerais avoir des robots soldats, des robots policiers, des robots professeurs avec, par exemple, à la place, ça soit un professeur humain que je dois te donner de l'argent, je dois le payer, mais avoir un IA avec un programme catholique pour qu'il enseigne les élèves comme si ça serait Saint Thomas d'Aquin qui enseigne les élèves. Mais est-ce que tu penses que, justement, tu sais, le fait que l'oisiveté... qui peut être créé à cause des avancements technologiques, ça peut pas mener à une espèce de folie chez les humains. Parce que j'ai l'impression que c'est ça, tu sais, des fois, quand on est dans une société, tu sais, on parlait du féminisme tout à l'heure, tu sais, toutes les tâches domestiques ont été comme automatisées puis c'est vrai. rendues extrêmement rapides. Ben là, ça fait que tu as une classe de la société qui s'était dédiée, donc les mères au foyer, qui s'étaient dédiées au travail domestique, qui sont devenus un peu folles à cause de l'oisiveté. Comment tu t'empêcherais ça de moi, je veux juste dire tout d'abord que comme je crois que les femmes, elles aiment plus rester à la maison que dans un bureau toute la journée entre toi puis moi, puis regarder Netflix à la maison. Je crois qu'elles aiment plus ça. Mais je crois que l'avancée technologique, ça va être, au contraire, ça va être très bon pour nous parce que toutes ces tâches-là ménagères qui sont... ça faisait partie à l'époque de la job d'une femme, ben ça va justement les donner plus de temps pour leur temps libre. Donc, ils pourront faire vraiment ce qu'elles aiment faire. Et par exemple, on n'aura plus besoin d'avoir des soldats qui meurent dans les guerres. On pourra avoir juste des robots. Ça va être une guerre de robots. Puis même déjà... Mais c'est sûr qu'il y a des problèmes. Par exemple, on dit qu'il va y avoir éventuellement des robots qui vont être humanoïdes. Donc, les hommes ne voudront même plus se marier avec des humaines. Ils vont avoir un robot comme femme. Et on voit déjà ce phénomène au Japon avec des Japonais qui se marient avec des statues, des petits objets de femmes. Mais ça, c'est extrêmement malsain. Là. C'est extrêmement dangereux. Ouais, puis, c'est dangereux. C'est débile. Ouais, c'est... Mais une guerre robotique, j'ai déjà pensé à cette éventualité-là, puis je me dis que ça ferait un bordel total parce que c'est une guerre infinie. Ouais. C'est seulement celui qui produit le plus de robots. Ouais. Puis, en fait, quand on y pense aujourd'hui, les guerres modernes, il y a très peu de morts humaines. Ouais. C'est surtout des morts civiles. Ouais. Parce que c'est quoi les attaques aujourd'hui? C'est des bombardements, c'est des drones de combat. La technologie est déjà omniprésente dans les guerres modernes, contemporaines plutôt. Donc, à quel point est-ce que ça peut aller loin? Je pense qu'il faut se poser la question, est-ce que ça va aliéner un peu l'humain d'une certaine façon? Parce que nous, les catholiques, on privilégie la vie humaine avant tout. Donc, aller où la limite? À quel point le progrès devient problématique pour toi dans cette nation catholique? Non, moi, je crois que toute cette avancée technologique, c'est un gros problème. Mais l'affaire, c'est qu'on peut pas nier que c'est quelque chose qui existe aujourd'hui et on doit à tout prix comme essayer de sauver notre civilisation des dangers de l'IA en utilisant les valeurs traditionnelles catholiques. Mais par exemple, dans le sujet de la guerre, c'est vrai ce que tu dis, mais comme
Par exemple, aujourd'hui, il y a des lois à suivre en guerre. On peut pas juste lancer une bombe atomique, c'est illégal. Tu sais, il y a des lois de guerre. Puis j'imagine qu'avec ces robots-là, soldats, ben, il y aura des lois pour ces robots soldats et pour les guerres entre robots. C'est vrai, mais on a vu dans l'histoire que les belligérants ont toujours comme disrespect les lois. Vrai, là. c'est vrai. Non, les guerres, c'est quelque chose de mauvais. Tu sais, c'est toujours mauvais. Mais pas toujours, il y a les guerres saintes. Non, ce que je veux dire, non, mais en tant que tel, non, c'est vrai, mais tuer des gens, c'est pas ça le but dans la vie. Tu sais, Évidemment. on veut pas ça, mais si on éviter. est poussé à faire ça, ben on n'a pas le choix, tu sais, pour notre toujours un survie. dernier recours. Là. C'est ça, c'est toujours un dernier recours parce que c'est pas quelque chose qu'on veut. Mais c'est sûr qu'éventuellement, on voit déjà la Chine avec des soldats robots et c'est ça le futur. Ouais, ben, il va falloir se préparer parce que les autres c'est pays ça. commencent déjà. Mais justement, en parlant de guerre, ça me fait penser à un sujet que je voulais parler avec toi, Martin. La croisade, Ouais. justement. Moi, je me dis toujours, on a besoin d'une croisade aujourd'hui. On a tellement besoin d'une croisade pour juste rétablir l'ordre dans le monde. Autant une croisade interne, Ouais. chez les propres catholiques, on excommunie tous ceux qui sont pas fidèles au magistère. Puis une croisade aussi contre les autres. Mais Ouais. dans ta tête, est-ce qu'une croisade doit nécessairement être violente? Ou bien ce qu'on fait par exemple dans le podcast en parlant Ouais. de Jésus, des politiques qu'on veut mettre en place, est-ce que ça c'est une croisade numérique? Ouais. Quelques idées? Exact. Moi, je trouve qu'on a besoin d'une croisade numérique. Donc, c'est-à-dire avoir plein de jeunes à travers le monde qui font de la publication sur le catholicisme à travers les médias sociaux. Parce qu'on voit déjà que des trends sont créés juste à cause des vidéos. Des marques sont populaires juste à cause des vidéos. Puis on peut faire la même chose pour rendre l'Église catholique populaire à travers des vidéos. Et on voit déjà l'effet des vidéos catholiques. De plus en plus de gens se convertissent parce qu'ils regardent des podcasts, parce qu'ils regardent des débats ou juste simplement des edits de Jésus. C'est vrai. Donc, je crois que si on met encore plus d'emphase et on crée une croisade numérique, ben, je crois qu'il peut y avoir vraiment une révolution dans le monde. Puis une croisade physique? Ben, si justement, oui, si on se fait envahir et par exemple, je sais qu'en Nigérie, on tue les catholiques et les chrétiens, je crois que si moi, dans mon cas, j'aurai quand j'aurai ma propre nation et ma propre armée, c'est sûr que j'irai défendre les chrétiens qui se font persécuter à travers le monde. Pas le choix. Pas le choix. Parce qu'on dirait que, ça c'est mon avis, là, puis c'est une opinion, je pense que le pape se concentre pas nécessairement sur les bonnes choses. Aujourd'hui, l'Église se résume presque à juste un acte de charité mondiale, mais la doctrine, les doctrines clés sur, que ce soit la moralité sexuelle ou... je parle de ça surtout parce que c'est ce qui est le moins mis de l'avant. Ouais. Puis les valeurs fondamentales catholiques sont comme un peu oubliées. C'est vrai. Puis au lieu que de réitérer ça, de remettre ça à l'ordre du jour, tout comme les papes précédents l'ont fait avec des encycliques nombreuses. Je pense par exemple à Pie X qui a genre condamné totalement le modernisme, puis les valeurs que ça apporte. Les papes aujourd'hui, on dirait qu'ils ont peur un peu. Ouais. Je sens un peu cette peur-là de ne pas choquer, de rester dans le statu quo, puis on va faire des voyages au Moyen-Orient, puis on dirait qu'ils ne se concentrent pas nécessairement sur ce qui est la priorité. Ouais. Puis ça amène une question reliée à ça, c'est est-ce que tu penses qu'on aurait besoin d'une réforme? En quelque sorte, un Vatican III. Est-ce qu'on aurait besoin d'une réforme dans l'Église? Ouais, ben ce que moi j'aurais dit, c'est comme il faut comprendre que l'Église, tu sais, il y a plein de groupes. Donc, tu as les modernistes, tu as les traditionalistes, et depuis le début de l'humanité, depuis le début de l'Église catholique jusqu'à très récent, c'était vraiment les traditionalistes qui avaient le pouvoir, si on peut dire, dans l'Église catholique, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais oui, donc moi, je crois que ce qu'on aurait besoin, c'est justement clarifier certains sujets, comme toi, tu as dit, clarifier sur la sexualité, sur ce qui arrive dans les pays où on se fait exterminer. On aura besoin de clarification et peut-être que ça serait un concile qui aiderait, je ne sais pas. Mais je sais que la prophétie du roi monarque par Saint Francis de Paola dit que ce monarque-là, avec un angelic pope, un pape angélique, vont créer une réformation de l'Église. Donc la réforme se ferait par la monarchie. Par la monarchie avec le pape saint, avec un saint pape. Donc, waouh, la prophétie, il faudrait que j'aille lire ça. Ouais, de Saint Francis de Paola. Saint Francis de Paola, qui est un... Il vient de quel pays, lui? Je crois que c'est l'Italie. Ah, ok. Ouais. J'irai voir ça. Fait que moi, je pense que ça peut être le Québec, comme tu dis. Là. 100%. On peut changer les choses au Québec. 100%. On est petit, mais on est fort. Mais je pense qu'il y a ce biais-là. Un biais, c'est... qu'on regarde un peu le fatalisme, tu sais. C'est parce que c'est arrivé, alors c'était inévitable que ça arrive. Puis je pense que chez les historiens, c'est très répandu ce biais. Ben, je pense que le biais
son nom, c'est le biais téléologique. Mhm. Donc, c'est voir une espèce de téléologie, une espèce d'inévitabilité de les courants historiques, comme par exemple la Révolution tranquille au Québec, ça devait absolument se produire comme ça s'est produit. C'était comme déterminé par l'histoire puis la modernité, puis ça n'aurait pas pu être évité. Je trouve qu'on a vraiment cette mentalité-là. Puis c'est peut-être hegelien, là, c'est peut-être un peu... ça vient de certaines philosophies. Mais je suis pas d'accord avec ça. Je pense que l'histoire peut être... Elle est composée d'acteurs qui ont le libre arbitre. Ouais. Et elle peut être changée par ces acteurs-là. Tu sais. 100%. Donc, on a le libre arbitre. C'est à nous de prendre notre histoire en main, prendre notre pays en main, prendre notre culture en main, se prendre en main en tant qu'individu, puis faire preuve de vertu. Et puis, c'est ça, tirer la société vers le haut, vers le bien. Oui, et il ne faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur de se faire juger, de se faire dire qu'on est des extrémistes, parce que ça fait partie du plan, tout comme les premiers chrétiens se faisaient traiter de fous, et c'est pour ça qu'ils se faisaient tuer, parce que ce qu'ils disaient allait contre le courant. Il ne faut pas avoir peur, et beaucoup des chrétiens vont avoir peur de dire la vérité, que non, la femme doit rester à la maison, non, notre société est dans une monarchie, les hommes doivent aller se défendre leur nation. Beaucoup des chrétiens ont peur de ça, ils ont peur de toucher les sentiments des autres. Mais on voit que nos ancêtres, ils n'avaient pas peur, au contraire, ils allaient jusqu'à mourir pour défendre la vérité. Et c'est ça qu'on a besoin, on a besoin du courage. Parce qu'en réalité, les hommes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent des jeux vidéo. Ils scrollent. Ouais. Ça, c'est bêta. C'est vrai. C'est le mot, c'est le mot. Et puis, qu'est-ce que tu penses? Je pense que j'avais oublié de te demander ça. Qu'est-ce que tu penses du courant par rapport aux hommes? Puis là ça fait écho à la discussion qu'on a eue plus tôt, mais comme, tu sais, les hommes, genre le masculinisme, là, puis Andrew Tate, puis... tous ces figures-là. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est positif ou négatif? Moi, je crois que c'est un faux masculinisme. Je crois que c'est des imposteurs. On va prendre l'exemple de Andrew Tate. OK? Andrew Tate, il prône que les femmes doivent marcher avec le nombre de partenaires qu'ils ont eu sur leur tête. La femme doit être, elle doit être chaste. Mais lui-même sort et marie des femmes qui ont eu plein de copains. Il sort avec des femmes qui vont dans des discothèques, qui s'habillent de manière immodeste. Donc, il se contredit. Il est en train d'encourager les jeunes hommes à être forts, à être riches et tout. Mais il dit pas la vérité que non, mon ami, tu dois sortir avec une femme vierge, une femme qui a peur de Dieu. Pas lui. Andrew Tate dit non. Et tu le vois, il sort avec des femmes qui vont dans des discothèques, là, des femmes qui ont eu plein de copains avant le mariage. Donc, moi, je dirais que c'est des faux masculinistes. Un vrai masculinité, c'est à dire, hey, tu as besoin de sortir avec une femme vierge qui a peur de Dieu. D'autant plus que lui, il est pas chaste. Ouais. Il y a plein est-ce que tu penses que c'est aussi important, mettons, de dire... c'est aussi important de dire, OK, aux femmes de se préserver pour le mariage que de le dire aux hommes de se préserver pour le mariage. Les hommes se préservent déjà, sont déjà vierges. C'est le problème, c'est que les femmes sont pas vierges. Oui, mais mettons, lui, l'idéal qu'il met de l'avant, c'est pas un homme qui se préserve pour le mariage. Oui. Il prend les hommes qui... Mettons, les hommes qui, peut-être, vivent un célibat non volontaire, là, par manque d'opportunités. Puis là, ils appellent, en fait, ils leur donnent un idéal type qui est travaille fort, puis là, tu vas pouvoir coucher avec plein de femmes, tu sais. Donc, c'est vrai, ça c'est... En ce sens-là, moi c'est ça la principale critique moi, que je ferais à Andrew Tate. C'est vraiment cette espèce d'hypocrisie complète. Là. Même si, en tout cas, c'est cette espèce d'affaire de la chasteté, c'est juste... c'est juste bon pour les femmes. Mais il prône même pas la chasteté pour les femmes, c'est ça l'affaire. C'est ça ma critique envers lui. Lui, ça dit, les femmes doivent marcher avec un body count sur la tête. Mais lui, il sort avec des femmes qui ont couché avec plein de gars, donc il se contredit. Il encourage même pas la chasteté chez les femmes. Et je suis d'accord avec ce que tu dis, j'avais même publié une vidéo où tu avais un saint qui disait que justement avoir plein de femmes, c'est suivre ses passions sexuelles. Puis je pense vraiment, c'est ça, l'erreur en commun entre le masculinisme et le féminisme, c'est de dire que en réalité... le mariage, puis tout ça, c'est juste une game de pouvoir. Ouais. Alors que c'est une... que le dating market, le marché sexuel, c'est ça, c'est cette espèce de jeu, de lutte de pouvoir. Puis vraiment, c'est très féministe, puis comme façon de voir ça. Ouais. Puis c'est pour ça à quel point c'est visible que le masculinisme, c'est une réaction au féminisme. Ouais, 100%. C'est vraiment voir, en fait, les hommes et les femmes, ils ont des intérêts contradictoires, ils se nuisent l'un à l'autre, puis ils sont comme dans une lutte. C'est vraiment ça, j'ai l'impression, le truc en commun entre ces deux idéologies. Non, je suis totalement d'accord avec toi, c'est une réponse au féminisme, mais une mauvaise réponse. Puis je pense que c'est ça, c'est comme...
on a une espèce de post-modernité. Mhm. Comme tout le temps, on met en place des nouveaux systèmes, puis on voit à quel point ils ont des défauts. Fait que là, on les détruit, on construit des nouveaux. Mais souvent, paradoxalement, les nouveaux systèmes ont plus de continuité qu'ils le prétendent avec l'ancien. Oui. Puis en fait, on oublie que pour régler vraiment les problèmes auxquels on fait face, il faut revenir aux valeurs traditionnelles. Amen, je suis totalement d'accord. Donc c'est ça, je pense, la résolution entre ce le conflit passé. homme-femme. Ouais. 100%, c'est le passé, c'est voir ce qu'on faisait depuis le début de l'humanité jusqu'à très récemment. Et aussi, une autre critique que je dirais, c'est qu'eux, ils disent il faut être riche pour avoir une femme. Mais ils sont en train de dire qu'il faut être riche pour avoir une femme qui a couché avec plein de gars. Quand t'es même pas obligé d'être riche, tu peux juste aller en Amérique du Sud, dans un petit village, trouver une bonne petite femme vierge, soumise, qui est jeune, et t'es pas obligé d'être riche. Parce que, par exemple, moi, je parle avec une fille américaine, OK? Une bonne fille américaine qui va à l'église, mais elle n'est pas vierge, premièrement. Et je lui ai demandé combien d'argent tu voudrais que moi je fasse, par exemple. Un mari. Et comme m'a dit 200 000. Je suis comme, OK. Mais l'affaire, c'est que moi, si je vais au Venezuela, je peux me trouver une femme qui me demande 30 000 et qui est vierge. Donc, entre toi puis toi, qui je vais prendre? Je vais prendre la petite vénézuélienne. Donc, c'est faux de dire que tu vas faire de l'argent pour avoir une bonne femme, pour avoir une femme en général. Non! Tu peux aller en Europe de l'Est, en Amérique du Sud. Tu as plein de places encore où tu as des femmes qui nécessairement ne veulent pas juste quelqu'un riche et des femmes qui sont chastes. Et eux, ils disent pas ça. C'est vrai que les standards nord-américains là, pour les femmes sont trop élevés pour ce qu'ils Ouais. ont à offrir. Ouais, exactement. Je pense que Hollywood, puis je pense qu'Hollywood, puis les médias sociaux, puis Ouais. tout ça a créé une inflation. Oui, parce que depuis que les femmes sont jeunes, parce qu'on a tous grandi avec les médias sociaux, puis le problème avec les médias sociaux, c'est que quand une femme poste une photo d'elle, elle va recevoir trop d'attention, puis il y en a même qui disent qu'ils vont recevoir plus d'attention que les femmes célébrités avant les médias sociaux, ce qui est extrêmement mauvais pour les femmes, parce que dès qu'elles sont jeunes, elles vont croire que c'est des stars, donc elles vont avoir tellement des gros standards parce qu'elles reçoivent trop d'attention. Donc c'est pour ça qu'elles vont demander à un gars super riche et ça, ici et ça. Par contre, une femme qui est pauvre, qui n'a même pas de médias sociaux, qui ne sait même pas c'est quoi Taylor Swift, ben, je crois pas qu'elle va te demander 100 000 $. Ça, c'est une femme à Tu sais, une marier. petite femme pauvre au Moyen-Orient, là, tant que tu as une petite maison et une job, t'es bien correct. Là. Je pense que, oui, puis ultimement, on veut que les gens soient vertueux, même indépendamment, pas juste parce qu'ils ont été isolés du monde moderne. Je pense que c'est ça, il faut trouver une rédemption au monde moderne, que même les femmes qui sont occidentales, Ouais. qui sont nées dans un pays développé, ils puissent comprendre. Mais toi, c'est ça, par rapport à la virginité, puis je pense que j'avais vu dans un autre podcast auquel tu es apparu, il vraiment il te pressait là-dessus. Ouais, Là, c'est comme, ouais. pourquoi toi. Mais est-ce que. Parce que toi, t'es pas vierge. Non. Mais pour toi, c'est comme un deal breaker si, mettons, la Absolument. femme que tu maries est pas Absolument. vierge. Un deal breaker. Parce que depuis le début de l'humanité jusqu'à très récemment, les hommes, quand une femme n'était pas vierge, elle était exclue de la communauté ou c'était une prostituée. OK. Mais les hommes. Mais est-ce que tu penses qu'il n'y a pas une hypocrisie, là? Mettons Non, que parce les hommes, ils soient pas qu'on vierges. voit que l'homme et la femme, c'est pas la même créature. Et on voit que quand un homme a une relation sexuelle, ça n'a pas les mêmes effets sur l'homme que ça a sur la femme. On voit déjà sur les statistiques que si une femme a juste eu juste un partenaire avant le mariage, tu as déjà un 50% de taux de divorce. Par contre, un homme, non, nous non, parce qu'on est moins émotionnel. Donc, quand on va avoir une relation sexuelle avec une femme, ça pourrait même arriver qu'on s'en fout de la femme, qu'on n'a même pas d'émotion envers la femme. Mais une femme, c'est différent. Quand elle va avoir une relation sexuelle, elle va avoir plus tendance à être en amour avec cet homme-là, contrairement aux hommes que nous, c'est plus pour une nécessité physique. Et donc, moi, je ne veux pas me marier avec une femme. Où j'ai une chance qu'il y ait un divorce et où j'ai un plus gros taux de conflit dans la relation. Parce qu'à la fin de la journée, ce qui est important, c'est que mes enfants aient une bonne mère. Et je veux pas que mes enfants grandissent en écoutant des débats, des arguments et qui vivent à travers un divorce. Donc, moi, je me marie pas pour mes émotions, je me marie pour le futur de mes enfants. Et je sais qu'une femme qui n'est pas vierge, il va y avoir un plus gros taux de divorce et de problèmes relationnels. Je ne suis pas en train de dire qu'une femme qui est pas vierge devrait être exclue. Ben, à l'époque, on les exclusait, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Les femmes, la moitié des femmes ont eu du sexe avant le mariage. Puis oui, il faut les pardonner. L'Église nous dit de pardonner. Mais je vais les pardonner, mais je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas commencer à les marier. Là. Mais c'est son choix. C'est ça. C'est un choix personnel. Ça, Puis c'est puis respectable. t'as le droit d'avoir ce choix-là. Puis je pense que. Mais est-ce que tu dirais c'est quelque chose que c'est viable? Ça peut être généralisé aux autres. Est-ce que c'est quelque chose que c'est un standard que tu recommandes aux autres d'avoir? Ben oui, parce que les statistiques disent qu'il y a un gros taux de divorce chez les gens qui se marient des femmes qui ne sont pas vierges. Puis moi, je veux pas que les gens se divorcent.
Puis on le voit déjà aux États-Unis, le taux de divorce est extrêmement haut. Et en 2010, 95% des femmes n'étaient pas vierges avant le mariage. Ça, aux États-Unis, il y a 15 ans. Aujourd'hui, ça va être ouf, 99. Oui. Puis je suis d'accord que la promiscuité, ça mène au divorce. Maintenant, on sait que des choses comme, par exemple, est-ce que tu dirais... Puis c'est ça, je pense que c'est là où tout l'aspect du pardon, puis aussi, est-ce qu'on croit que la guérison est vraiment possible? Parce que, tu sais, mettons, mettons 99% des femmes ont eu des relations hors mariage. Ouais. Mettons, mais on a des statistiques similaires pour, mettons, les hommes qui ont regardé de la pornographie. OK. Est-ce que ce serait valide pour une femme de dire si un homme, non seulement maintenant il a arrêté de regarder de la pornographie, mais si une fois dans son passé il a regardé de la pornographie, je veux pas le marier. Ben oui, c'est bien correct ça. Moi, je Ça, crois elle a le droit de faire ça. Moi, puis on est tous les j'encourage deux les d'accord. femmes de ne pas vouloir marier quelqu'un qui succombe à la tentation et au sexe. Mais même quelqu'un qui a jamais dans son passé. Je comprends pas. Ouais, ben oui, Mettons, un homme j'encourage qu'une femme marie un homme vierge. Absolument. Mais mettons, même pas un homme vierge, même un homme qui a regardé de la pornographie Ben, dans son passé. Ben, non, moi, je veux qu'une femme marie un homme qui a jamais regardé de pornographie parce que le moment où les femmes disent « je veux un homme qui a jamais regardé de pornographie, qui a jamais eu de sexe » et le moment où les hommes aussi vont dire la même chose sur les femmes, c'est le moment où, naturellement, les deux vont juste commencer à agir d'une manière pour plaire à l'autre sexe. Mais le moment où on accepte, on dit « oh non, les femmes peuvent avoir du sexe, il n'y a pas de problème », on est en train d'encourager ça aux femmes. Mais le moment où les hommes disent « moi, je ne marie pas une femme qui a eu d'autres copains avant le mariage », naturellement, les femmes, vu qu'elles sont le résultat de la société, naturellement, vont commencer à dire « OK, ben, je vais arrêter d'aller au club, je vais arrêter de coucher avec d'autres gars. » C'est ça. Puis moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord qu'il faut mettre ce standard-là de dire on doit demander à l'autre sexe, Ouais. tu sais, comme on doit mettre comme idéal, ça comme idéal. Ah oui. Puis c'est juste comme ben c'est pas le travail, c'est pas quelque chose qui va se passer en une génération Non. parce que toute notre génération, si on est pour appliquer les standards que tu mets de l'avant, en fait l'argument que j'avance c'est que toute notre génération est cooked. Oui. Personne va se marier. Mais c'est ça. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut croire et miser sur qu'est-ce qu'on croit, c'est le pardon. Puis, et la guérison. Oui. Donc Jésus, non seulement il va pardonner le péché, mais il va guérir nos cœurs, il va guérir les blessures que le péché a laissées. Donc, et là, je dis ça, je pense que, évidemment, c'est toujours préférable quelqu'un qui a maintenu la vertu toute sa vie, mais je pense pas que ça doit être un deal breaker comme absolu, je veux dire, quelqu'un qui a pas commis... Parce que si on pense comme ça doit va être un pas deal fonctionner. breaker. Ça doit être un deal breaker parce que le moment où on dit non, c'est correct, on va accepter la femme qui a couché avec plein d'autres gars, on est en train de donner la porte ouverte aux femmes pour coucher avec plein de gars. Mais le moment où tous les hommes disent non, je marie une femme vierge, c'est le moment où les femmes, naturellement, elles seront obligées à ne pas avoir de copains. Et tu as raison, notre génération est cooked. Et moi, ma solution, c'est une immigration de masse de personnes catholiques, de personnes européennes et surtout de femmes vierges. D'accord, mais est-ce que, mettons, Comme on faisait avant. Et mettons des... Il ne faut pas que l'exception confirme la règle un peu. Je pense que c'est ça que tu essaies de dire. Genre, il faudrait que la norme, ce soit ça. Ouais. Mais s'il y a des exceptions comme... Bon, non, okay. Comme j'ai dit, on est obligé de pardonner les gens. Dieu nous enseigne ça. Si quelqu'un veut marier, si quelqu'un est vraiment en amour avec une femme qui a eu ce passé-là, puis elle s'est repentie, écoute, mariez-vous. Dieu veut vous marier. Dieu veut qu'on se pardonne chacun. Mais la norme, ça devrait être de la pureté. La norme, ça devrait être comme... Les hommes devraient être comme le Christ et les femmes comme la Vierge. Et c'est ça qu'on devrait avoir comme modèle. Oui, je suis 100% d'accord. Je pense que c'est bien dit comme ça. Je pense que ça explique bien le topo. Parce que je pense que ça porte à confusion pour certains. Là. Mais en même temps, c'est sûr que c'est un peu controversé de parler de ça. Donc, ça a fait des vues. Puis on joue un peu là-dessus. Là, mais juste pour shifter un peu la conversation, parce qu'il reste quelques minutes, pour conclure, tu sembles mettre beaucoup d'avant la pureté comme vertu. La question que je voulais te demander, c'est quelle autre vertu est-ce que tu recommandes aux jeunes hommes puis aux jeunes femmes? Et toi, personnellement, est-ce que tu as des dévotions ou des pratiques spirituelles qui t'ont aidé dans la vie à te rapprocher de Dieu? Puis c'est lesquelles, en fait? OK. Bien, premièrement, ce que je recommande aux femmes, j'ai déjà parlé de la virginité, mais ce que je recommanderais, c'est la modestie, d'arrêter d'utiliser du make-up, de porter des vêtements qui cachent les jambes et les bras. Et pour les hommes, ce que je recommanderais, c'est le courage, comme nos ancêtres avaient le courage. Et ma pratique spirituelle, personnellement, qui m'a aidé à avoir ce shift-là, c'est la prière chaque jour, mais pas juste une petite prière de 10 minutes, au moins donner 2 heures au Christ chaque jour. Et pas juste
pas juste prier, mais aussi connaître plus Dieu avec les lectures et pas juste prier, pas juste lire, mais aussi agir. C'est-à-dire, au moins, essayer chaque jour de donner un peu de temps pour créer un impact dans son entourage. C'est-à-dire, parler du Christ à ses amis, à ses parents, à ses coworkers. Donc, si on fait ces 3 choses, je crois que il y aurait beaucoup de fruits dans une société. Amen. Un dernier mot de conclusion, Martin? Il faut restaurer la monarchie parce que nos ancêtres voulaient une monarchie. Puis, pour les auditeurs qui te connaissent peut-être pas, où est-ce qu'on peut te retrouver? Retrouve-moi sur Martin le catholique. Amen, Amen, amen la bière. Vive le Québec et Jésus-Christ. Amen. Tu peux faire le mot de conclusion si tu veux. Et l'Action Vitale, le Action futur Vitale. parti Action Vitale. politique du Québec. On va collaborer pour la monarchie. Philippe, Exact. le futur dictateur. Merci énormément, Martin, d'avoir Merci, pris ce merci. temps-là, d'avoir cette conversation-là. Je pense que les gens ont pu apprendre à te connaître derrière le personnage. Absolument. Donc, merci énormément d'être venu. Merci à vous. Si vous écoutez ça, soit sur YouTube, soit sur Spotify, sachez qu'on est présent sur d'autres plateformes, donc évidemment sur Facebook et autres. On a un site web qui s'appelle actionvitale.ca pour en apprendre plus sur notre mission. Également, on a une plateforme de contenu exclusif sur Patreon. Ici Philippe Letellier-Martel d'Action Vitale. Et n'oubliez pas, le Québec n'est pas perdu. Amen. la Amen, bière. amen.